Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Écoutez, ça fait bien plaisir, j'avais pas forcément prévu de live de faire un récap mercato, mais le temps n'a pas le temps pour le temps, comme dirait un certain philosophe lors d'une interview avec Olivier Dacour. Je me suis rendu compte que le mercato se terminait lundi. On rappelle, lundi 1er septembre, avec la Ligue 1 qui ferme son marché, on sait que ça continuera un peu plus tard pour peut-être d'autres championnats, mais que finalement, entre hors-jeu, entre d'autres tournages, j'aurais pas forcément le temps de faire un récap mercato avant, peut-être de faire un bilan mercato justement en début de semaine. Bon, je pense que ce sera plutôt mardi ou voire sans doute mercredi. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas finalement. Là, on est lundi midi, enfin lundi midi non. Ouais, allez, je suis en décalé, mais on est samedi midi et je me suis dit pourquoi pas. Essayer de parler des actus du jour parce que bah finalement il y en a un paquet. On sait qu'on est dans le money time, il y a des panic boys, voire des panic loans. Je pense qu'on peut inventer le terme avec ce qui se passe du côté du Bayern et de Nico Jackson. Donc on va revenir évidemment sur toutes les actualités du mercato. Comme toujours, bah il y a des dossiers qui sont en cours. Miko Tadze qui va rejoindre Villarreal, Christopher Nkunku qui s'engage avec l'AC Milan. Il y a toujours l'OM qui essaie de signer 150 joueurs en quelques minutes. Il y a bien sûr ce que je viens de le dire, hein, Nico Jackson qui rejoint le Bayern. Donc j'aimerais bien qu'on fasse un petit focus sur Villarreal parce qu'en plus de Miko Tadze, j'ai l'impression qu'ils sont en train de monter une belle équipe. C'est une équipe qui est qualifiée en Ligue des Champions, c'est une équipe qui a des ambitions, donc on va regarder ça de près. Et comme toujours, on ira se balader, vous le savez, sur les actus, les actus du jour, parce qu'il y en a pas mal qui sont tombés. Voltemat à Newcastle, exactement. Jérémy Pino, ouais, c'est vrai que Jérémy Pino, qui a rejoint Crystal Palace, qui quitte Villarreal. Donc forcément, c'est une petite vente qui peut décevoir, mais quand tu vois le reste de l'équipe, tu te dis qu'ils ont encore de la marge pour terminer sans doute parmi les meilleures équipes en Liga. Non, il y a Konrad Harder ouais, qui fait encore faux bond à Rennes et qui devrait rejoindre peut-être Leipzig, j'ai vu passer ça. Rennes qui aimerait peut-être faire Stassin, Mbolo ou Bran Brobé. Là, tu sens que c'est le premier attaquant qui va dire oui, qui va rejoindre le club. On a également des interrogations sur Kangingli qui pourrait rejoindre Nottingham Forest. On a Xavi Simons. C'est vrai que Xavi Simons, je pourrais peut-être en faire un petit focus. Ce serait pas mal du tout. Et pour répondre à ta question, Simon, il y a un mercato chaud du coup lundi. Oui, lundi, vous pouvez me retrouver avec toute l'équipe d'hors-jeu pour qu'on se fasse un grand mercato show. Je sais plus si c'est 17h, 20h ou 18h, 21h, où on va faire évidemment petit focus, je pense, des résultats du week-end, Ligue 1, Tour d'Europe, et puis aussi voir ce qui se passe dans les derniers mouvements. Vous savez qu'il y a toujours des transferts qui se font à la dernière seconde, à la dernière minute. Des fois, il y avait des fax, hein, comme celui de David De Gea au Real, qui n'est pas arrivé. On a également la perspective d'avoir des transferts qu'on n'attendait pas, qui se font un petit peu en sous-marin. Donc on va voir. Ouais. C'est bon, Fabrizio va pas arrêter de nous spammer avec Xavi Simons. C'est vrai que Fabrizio Romano, il avait quelques têtes, notamment Jonathan David. Je crois que Jonathan David, il a dû faire grosso modo, et c'est même pas exagéré, 158 pour rappeler ses stats, pour rappeler qu'il était en fin de contrat, pour rappeler que c'était un attaquant. Je pense qu'on a tous compris. Fabrizio, c'est un peu le même de Antonio Cassano. J'ai découvert Moussiala, il n'y a rien qui t'échappe. Oui, on sait que Jonathan David est un attaquant qui marque des buts, qu'il a une belle valeur sur le marché et qu'il y a des clubs qui s'intéressent à lui. Après, vous savez comment ça marche. Hein, on a commencé à évoquer un petit peu ça, mais la perspective d'avoir de plus en plus de journalistes mercato qui rendent des services à des agents en mode tiens, est-ce qu'on pourrait pas faire un petit tweet, service rendu, comme ça tu rappelles et tout. Mais c'est vrai que Jonathan David, c'était très clairement excessif. Franchement, c'était waouh. On s'en rappellera. En tout cas, j'espère que vous allez bien sur le chat. Je vois que vous êtes nombreux en ce samedi midi. Ça fait bien plaisir. Comme Thibaut, Matelot, les habitués, Valou, les habitués de l'été. Ça fait super plaisir. Des personnes qui sont là pour la première fois, comme Ahmed, comme Pior, que je salue. Ça fait super plaisir. Quelqu'un qui dit ton maillot rappelle évidemment Karabek et Pavel Souk. Et oui, c'est petit maillot de la République tchèque, le numéro 10 de Patrick Schick. Même si évidemment, vous savez, j'aime pas qu'on donne des numéros qui ne correspondent pas au poste des joueurs, parce que pour moi, Patrick Schick, c'est le numéro 9. Mais le maillot a un petit flow. Pipion, dis-moi que t'as des infos sur les pistes de l'OL. Bon, alors, moi, j'ai aucune info mercato. Moi, en vrai, c'est pas une indiscrétion, mais moi, de temps en temps, on m'envoie par DM
ou par message des infos mercato que je ne relais pas parce que je ne suis pas une source telle quelle, je ne suis pas journaliste mercato à fond, mais du coup des fois je suis au courant de certains dossiers qui avancent bien ou qui ne se font pas, et des fois tu te dis si ça va au bout pour ce club c'est trop bien, et des fois t'es trop hype et tu te dis c'est forcément fantastique, mais c'est sympa d'être dans ce rôle là, d'être dans des coulisses de certains dossiers. Est-ce que tu as des infos sur Lyon? Non, en vrai, moi, les clubs où j'ai le plus d'infos, c'est pas forcément le top de Ligue 1. Moi, les gens, ils m'ont identifié comme le gars qui est à fond sur Le Havre, Angers, euh, Auxerre, Nantes. Donc, on me fait ça. Mais non, du coup, pour le plan B de l'OL, je ne sais pas. Après, on va voir forcément ce qui est sorti dans la presse pour remplacer ce bon Miko Tadze, mais ça parle de Mehdi Taremi. Il y a aussi Olympiakos qui est sur l'attaquant iranien de l'Inter. Ça parle de Martin Satriano, l'attaquant uruguayen de Lens, qui est aussi passé par Brest, l'Inter. On va voir sur qui ça va aller. On rappelle, on va le redire quand on évoquera le dossier Miko Tadze, son potentiel remplaçant. On peut parler de potentiel remplaçant pluriel, puisque selon Hugo Guillemet, on aurait bien 2 attaquants qui arriveraient en prêt à l'OL de numéro 9. Donc à voir ce que ça peut faire. Et il y a aussi ce fameux ailier droit. Donc ça a parlé de Buonanotte, mais Buonanotte, ça pourrait peut-être rejoindre Chelsea. Enfin, ça pourrait rejoindre Chelsea. Vous connaissez maintenant. C'est vrai que ce marché des transferts 2025, qui était 2025, ça représentait un petit tournant. Parce que désormais, on ne s'engage plus avec des clubs, mais on s'engage avec des groupes. Enfin, même avec des multipropriétés. Parce que Enciso, il va rejoindre ça. Il va rejoindre Bluco. Et il va être à Strasbourg, mais il sera dans une sorte de nébuleuse entre Strasbourg et Chelsea. À tout moment, ça peut bouger. Chelsea, on peut plus, surtout que Buonanotte, ils vont jamais utiliser. C'est ça. Après, bon, ils ont l'argent, ils peuvent convaincre les clubs facilement, mais les joueurs, tu te poses toujours des questions. Après, on reviendra là-dessus avec le cas Jackson. Chelsea, finalement, ils arrivent toujours à bien vendre. Chelsea, ils vont être en positif sur ce marché des transferts, alors que ça fait partie d'un club qui a quand même encore pas mal investi. Mais entre les Joao Félix, les Madueke, les Jackson, les Nkunku, franchement, ils vont se mettre bien. Et il y a encore du Disasi, du Badiachil peut-être à faire partir. Forcément, c'est quand même un cas à part. Ah, il y a le calendrier de la Ligue des Champions qui est sorti. Est-ce qu'on n'irait pas se voir ça, les amis, vite fait, avant de commencer le mercato? Parce que ça m'intéresse forcément de voir un petit peu ce gros programme. Et surtout, vous savez, ce qui me hype le plus, c'est le fameux big calendrier du multiplex qui nous attend. Alors attends, est-ce que je l'ai sur le site de l'UEFA? On va voir ça. Pour l'instant, je ne l'ai pas forcément encore sur le site de l'UEFA. Je pense que ça va pas tarder à sortir petit à petit au niveau des clubs, tout ça. Il est sur ActuFoot. Ok, on va aller voir ça de ce pas. Hop. Alors, ActuFoot, je vais l'afficher. Ok, bon là on a déjà le premier. Ah oui, c'est vrai que la première journée, il y a aussi le jeudi. C'est vrai que la première journée, il y a ce truc spécial. Alors, mardi, on va avoir... franchement, premier match. Bon, le PSV Union Saint-Gilloise, je vous connais, mes hipsters sûrs, vous serez dedans. Mais premier match de la LDC, t'as le Bilbao Arsenal, pas mal du tout. T'as Juve Dortmund, le Real Marseille le soir, Benfica Karabag, Tottenham Villarreal, l'Olympiakos Paphos. Le programme du mercredi 18h45, c'est pour nous les gars. C'est inévitable. À Wilbizer, no matter what, Olympiakos Paphos et le Slavia Prague Bodo Glimt. Ensuite, on aura l'Ajax Inter, le Bayern Chelsea. Oh, t'as le programme. Oh, et le programme du mercredi soir. Ajax Inter, Bayern Chelsea, Liverpool Atlético, PSG Atalanta. Et il est incroyable le programme du mercredi. Il fracasse la tronche. Ensuite, jeudi, on aura un autre club français. C'est bien, on a un club français par soir, c'est très très bien. Le Club Bruges contre Monaco, le Copenhague Bayer Leverkusen, l'Eintracht Galatasaray, le City Naples et le Newcastle Barcelone. Oh, le Newcastle Barcelone, le jeudi à 21h. Vous savez, si vous m'avez entendu hier lors du tirage, le débrief tirage sur Ligue des Champions,
Il y a évidemment le main event qui est ce Barça PSG parce que on a envie que les deux communautés se foutent sur la tronche à force de parler de ballon d'or, d'individualité, de collectif. Non mais c'est moi le meilleur, non mais c'est moi ci et ça. C'est bon, là vous allez enfin pouvoir vous régler. Mais en termes de confrontation, ce Newcastle-Barcelone, je suis trop intrigué de le voir. Franchement, ça va être super intéressant. Et enfin, on va avoir le déplacement le plus long de l'histoire de la LDC avec ce Sporting Club Portugal Karat Almaty. Je conseille à nos amis kazakhs de partir dès maintenant pour qu'ils soient à jour à Lisbonne et qu'ils puissent un petit peu se rendre à temps du côté du Stadio Alvalade, quoi. Tu supportes qui? Bah moi ce qui est sûr c'est que je supporte aucune équipe qui sera là. Moi je supporte une équipe et je crois que c'est le compte national, championnat national qui a sorti ça sur Twitter. Il y a que 9 équipes qui n'ont pas marqué de but en National 2 et qui en fait partie. C'est nous, les Girondins de Bordeaux. Donc voilà, moi malheureusement je suis juste un observateur enthousiaste. Je suis là juste pour vous divertir et vous donner quelques-unes de mes opinions à travers tout ce qui peut se dérouler. Est-ce qu'il y a d'autres calendriers qui sont sortis un petit peu en détail? Ouais, pour l'instant, on a ça. Bon, je surveillerai si quelqu'un voit passer le multiplex, le Big Bill multiplex, qui n'hésite pas à me prévenir. On ira voir ça de ce pas parce que forcément, ça m'intrigue de savoir le gros match contre qui ça tombera. Ah, sur UEFA. Merci beaucoup, Matelot. T'es un crack. Les gars, attention. Ah, c'est le calendrier par club, c'est ça? Le calendrier du PSG par exemple. Le 1er octobre, le Barça PSG qui va tomber très peu de temps après le Ballon d'Or. Donc voilà, hop, ça y est, hein, vous vouliez du divertissement. Ah, là t'as le calendrier global, parfait. Ah, je veux mon multiplex. Oh, le multiplex, retenez bien la date. 28 janvier 2026, c'est loin. Du coup, est-ce qu'on a du gros choc? L'an dernier, certains étaient déçus qu'on n'ait pas forcément des big matchs. T'as Naples-Chelsea, t'as Benfica-Real, t'as PSV-Bayern, t'as le PSG-Newcastle, t'as City-Karabag, t'as l'Eintracht-Tottenham, t'as Dortmund-Inter, t'as Leverkusen-Villarreal, Atlético-Bodo-Glimt, t'as le Monaco-Juve. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal comme gros calendrier. Bon, vous allez assister en direct à un tap-in, mais je vais poster le calendrier sur Twitter. Hop. Ah ouais, les gars, faut que je mange. Hein. J'ai des maillots à me payer sur Classic Football Shirts. Donc on va faire le petit tap-in. Hop. Est-ce que vous voulez assister en direct à la création d'un top tweet? Hop. On enregistre ça. Merci beaucoup, Matelot, de m'avoir envoyé. C'est super sympa. Et ouais, comme le dit Enzo, il y a surtout ce magnifique Paphos Slavia Prague. On ira voir en détail. Par contre, le calendrier club par club, il peut être intéressant. Je vais juste faire mon petit tap-in. Hop. Ah, vous êtes vraiment dans les coulisses. Hein. Dans les coulisses de la NASA, de la création. Hop. Vous l'attendiez tous. Rendez-vous le mercredi 28 janvier pour un nouveau... Et évidemment, on surveillera ceux de l'Europa League et de la conférence de salopards. Vous l'attendiez tous. Rendez-vous le mercredi 28. Allez, c'est parfait. Hop, voilà. Et ça, avec ça, les gars, je peux me payer peut-être un... Classic Football Shirt, c'est à moins 20% et à moins 20% tout le week-end. Donc, autant vous dire qu'il y a un maillot du Panathinaikos qui va être financé avec ce tweet. Bon, après, c'est vraiment une vanne, hein, mais on ne devient pas riche grâce à Twitter. Ne le pensez pas. Alors, t'es payé par Twitter. Moi, je vous ai déjà dit, j'ai la pastille parce que j'étais limité en DM à l'époque. Et ça me frustrait parce que je passe beaucoup par Twitter pour échanger avec des gens, pour le boulot, pour pas mal d'opportunités. Et j'étais limité. Et en fait, j'ai pris la pastille. Moi, la pastille, elle me coûte 100 € à l'année. Et en gros, je gagne, avec mes tweets, 30-35 € par mois. Donc, la pastille est rentabilisée en 3-4 mois. Et après, évidemment, comme je vous le dis, cet argent, ça me sert à payer des miniatures. Voilà, de ce genre de choses, quoi. Amsemen, Amsemen, exactement. C'est faible comme gain. Alors, c'est vrai que c'est pas grand, mais tu vois, à mon échelle, cet argent me permet de payer des miniatures. Donc, tu vois, pour moi, c'est donnant-donnant. C'est très clairement sympathique, quoi.
Et exactement comme tu dis, Matelot, faut garder le secret, quoi. Du coup, juste le calendrier club par club. Donc PSG, première journée, réception de l'Atalanta. Barça, déplacement au Camp Nou, s'il est habilité, normalement ce sera le cas. Deuxième journée. Ensuite, nouveau déplacement le 21 octobre contre les Leverkusen. Réception du Bayern le 4 novembre. Réception de Tottenham par la suite le 26 novembre. 10 décembre, dernier match avant la petite pause. Déplacement à San Mamés, attention. Ensuite, 20 janvier, tu vas au Sporting. Et le 28 janvier, une semaine après, tu reçois Newcastle. T'as un enchaînement qui est quand même plus que costaud pour le PSG. On va aller voir celui de l'Olympique de Merveille. Marseille. Marseille, donc, il y a ce premier match où tu vas au Real. Ensuite, tu reçois l'Ajax. Tu vas au Sporting. Tu reçois l'Atalanta. Tu reçois Newcastle. En vrai, le calendrier de l'OM, il est plutôt bien configuré. Le déplacement au Bernabeu aux premières journées, voilà, s'ils perdent, pas scandale. Par contre, Ajax, Sporting, Atalanta, 2 réceptions. Newcastle ensuite et Liverpool, les 2 autres réceptions, sera peut-être plus compliqué. Ce sera même sans doute plus compliqué. Mais si l'OM veut se qualifier dans les 24, là pour moi, il faut prendre du 7 points sur 9. Il n'y a pas le choix. Je pense En vrai, je trouve que la configuration du calendrier peut être assez sympathique. Et ensuite, tu termines à Bruges et tu as 2 déplacements. La fin du calendrier est compliquée parce que tu as 2 déplacements, tu vas en Belgique et tu as la réception Liverpool au milieu. Mais je trouve qu'il y a un monde où ça se fait pour l'OM. Et ensuite, Monaco. Monaco va à Bruges la première journée, reçoit City, reçoit Tottenham, 2 réceptions club anglais coup sur coup. Ensuite, ils vont enchaîner les 2 fameux déplacements hipster avec Bodo Glimt et Paphos. Ils reçoivent Galatasaray, ils vont au Real, ils reçoivent la Juve. Il est pas simple, mais si Bodo Glimt et Paphos, tu fais du 6 sur 6, en ayant pris 2-3 points par-ci par-là et t'en prendras 2-3 points après, pourquoi pas. Je pense que ça peut le faire pour l'ASM, quoi. Donc, ouais, sympa, sympa. Écoutez, on est fixé pour ces calendriers avec ces différents clubs. Si certains... Alors, attends, comment je peux faire pour retrouver le lien peut-être aller voir forcément le calendrier Europa League des clubs français et peut-être la Pipion League, histoire qu'on voit un petit peu à quoi ça ressemble pour nos petits clubs français. Si quelqu'un a l'éditorial, je veux bien, parce que je sais pas comment le trouver comme ça. Ouais, là, je vais peut-être pas l'avoir. Ouais, là, je vais peut-être pas l'avoir. Si certains réussissent à le trouver pour l'Europa ou la conférence, je suis, euh, je suis bien preneur, quoi. Admettons que par le plus grand hasard, tu prends un point, voire plus à Madrid, tu peux tellement lancer une dynamique comme Lille l'année dernière. C'est vrai. C'est vrai que pour Marseille, le chemin à emprunter, c'est celui de Brest, c'est celui de... Ah, tu t'as vu dernière news à la une. Si t'as vu ça, écoute, moi je veux bien... Ouais, là j'ai que le tirage. J'arrive pas forcément à trouver le lien des matchs. Je l'ai chopé sur le Twitter. Regarde sur le compte de l'Europa. Hop, merci, on va aller voir ça. Pour l'Europa League, histoire d'être fixé pour le LOSC. Ouais, pour l'instant, j'ai pas forcément ça. Ouais, bon, je vais attendre. Je vais attendre. En attendant, on va peut-être se lancer sur le mercato. Parce que je crois qu'on était ready pour ça. Même si évidemment, bon, le calendrier Ligue des Champions, c'est une grosse nouvelle. On a... ouais, je voulais streamer jusqu'à... Ah, View All Match, c'est peut-être ça. Team Date. Ah, peut-être. Ah, peut-être. Euh, Tac, tac. Ouais, pour l'instant, j'arrive pas à le trouver. Ouais, je voulais streamer jusqu'à 13h30 avec le Chelsea Flamme qui commence. Bon, je sais pas si on débordera, mais on a quand même pas mal de petites choses à voir. Dès que je récupère le lien pour l'Europa, je vous fais signe. Du coup, il nous reste, on va dire, 2 jours et quelques heures de mercato pour peaufiner certains mouvements. Ça va aller très très vite pour certains clubs. Pas simple du tout de réussir à le faire. Sous Headlines, alors attends, si tu as réussi à le trouver, je vois pas pourquoi je serais moins bon. Hop. Ouais, non, là pour l'instant, j'arrive pas à le capter. Bon, c'est pas grave, hein. Du coup, on a quelques actus qui sont tombés depuis un moment. La dernière fois qu'on a fait un récap mercato, c'était mardi.
Et là, vous vous en doutez que ça accélère pas mal. Il y a certains mouvements, on se dit que ça sent la panique. Il y en a d'autres, on voit qu'il y a des clubs qui ont de l'oseille et qui y vont. D'autres, on se dit qu'ils vont être dans une galère monstre. Forcément, on va revenir là-dessus. D'abord, un petit tour des actus avant d'évoquer forcément les dossiers brûlants type Mikotadze. Nottingham Forest a fait une offre pour Kang In-lee. Forest a formulé une proposition estimée à 30 millions d'euros hors bonus pour le Sud-Coréen, mais Paris reste ferme. Ah ouais, ça par contre, c'est très important. La direction parisienne reste ferme ces dernières semaines et refuse de laisser partir le Sud-Coréen sous contrat jusqu'en 2028. Forest a formulé ces derniers jours une offre estimée à 30 millions d'euros avec des bonus pouvant atteindre 30 millions d'euros supplémentaires. Donc une potentielle vente à 60 millions pour un joueur acheté à 22 millions. Paris a refusé la proposition et n'a pas ouvert la porte aux négociations. Les dirigeants anglais sont prêts à rehausser leur offre si leurs homologues parisiens venaient à changer d'avis. Fulham, Milan et Naples sont également intéressés. Franchement, l'offre, elle est elle est quand même pas mal du tout. Après, le souci, c'est est-ce que tu as le temps de pouvoir remplacer Kang In-lee parce que j'imagine que c'était un petit peu la ligne directrice des dirigeants parisiens. C'est il y a une recrue, s'il y a un départ. Et si Kang In-lee part, je pense qu'on a tous un joueur en tête, c'est Akliouche. Mais est-ce que Akliouche, tu peux le faire partir de Monaco 2 jours avant, alors que Monaco vient déjà de faire partir Ben Seguir? Je ne suis pas sûr. En tout cas, c'est le deal idéal, mais si dans un monde parfait, ce transfert aurait eu lieu début juillet, et Akliouche était au camp des loges et soulevait la Super Coupe d'Europe comme Zabarni et Lucas Chevalier. Sauf que pour l'instant, il est resté là. Est-ce que c'est peut-être Rodrigo Mora? On sait que Porto, il n'y a pas forcément eu beaucoup de temps de jeu avec Farioli. Il y a eu cette grosse approche de l'Arabie Saoudite avant que ça fasse machine arrière. Peut-être. En tout cas, ça donne un petit peu le ton de voir ce que ça peut donner. Akliouche irait en tant que remplaçant. Alors forcément, quand tu vois la hiérarchie de l'effectif parisien, Akliouche se dessinerait plutôt au banc, mais on le rappelle qu'il y a un vrai enchaînement Ligue 1, Ligue des Champions, que t'as pas un banc extensible, et que si tu regardes le temps de jeu de Kang In-lee, tu vas te rendre compte que le garçon, il a quand même pas mal... tu vois, il a pas mal joué quoi. Alors évidemment, Akliouche, je pense que c'est meilleur et qu'il mériterait d'avoir encore plus de temps de jeu. Mais Kang In-lee, c'est 30 matchs, 1667 minutes pour l'instant. En LDC, c'était peut-être un peu moins. Ouais, c'est 11 ans, c'est plutôt des entrées 462 minutes. Mais tu vois, il est sur un temps de jeu qui est quand même plus que correct. Mais Akliouche, je pense qu'il peut dépasser les 2000 minutes. Il sera un peu plus intégré dans la rotation. Ça, c'est clair. Mais ouais, Skuro, je pense que déjà qu'il a perdu du monde. T'as retenu Zakaria, par contre le message que t'envoies au vestiaire et à toute la concurrence si tu laisses partir Akliouche à 2 jours de la fin du mercato, en sachant évidemment que t'auras peut-être un remplaçant, mais là pareil, hein, t'es à 48 heures de la fin, c'est quand même compliqué à trouver. Mais sur le prix, par contre, je trouve que c'est pas mal, 60 millions potentiels. J'aime bien cette perspective-là. Ah, je sais qu'on a Enzo qui est dans le chat et qui a fait un petit tweet de présentation sur Verdonk. Calvin Verdonk, nouveau joueur qui va rejoindre le LOSC, joueur de Nimeg, latéral gauche, qui arrive pour 3 millions d'euros. Et l'information qui me plaît le plus dans ce transfert, c'est l'international indonésien. Est-ce qu'on a déjà eu, même pas un international indonésien, mais ne serait-ce qu'un indonésien en Ligue 1? On a peut-être eu des joueurs avec des origines indonésiennes, mais là on a quand même vraiment tout le coup sympathique. Le joueur disputera un dernier match en Eurodivisie sur le terrain du Fortuna Sittard ce dimanche. Il passera sa visite médicale préalable à la signature de son contrat au LOSC lundi. Le gaucher formé au Feyenoord et qui a fréquenté toutes les sélections jeunes néerlandaises a l'avantage d'être polyvalent, latéral gauche de base. Il peut dépanner au poste de défenseur axial et disputer les 3 premières journées d'Eredivisie à ce poste. Le LOSC souhaitait trouver un concurrent à Romain Perrault à gauche et une solution supplémentaire dans l'axe. Et Verdonk répond à ces critères. Franchement, c'est pour ça que, je vais pas flex, hein, mais je trouve que le mercato du LOSC, même s'il n'y avait pas eu tous les mouvements qui ont été effectués, là tu as Igaman qui a été pris, tu as Verdonk qui est là. Moi je trouve que c'est quand même plutôt une bonne chose quoi. Je vais lire ton tweet Enzo qui est quand même sympa. 28 ans, potentiel de développement et de revente moindre, CV moins ronflant mais des dernières saisons très solides à Nimeg et une valeur sûre, le championnat à son poste, ancien latéral offensif devenu très complet des deux côtés des terrains et même reconverti axial gauche dans la défense à 3 de NEC, actuel leader d'Eredivisie. Pas d'énormes points forts, mais un latéral capable de tout faire plutôt bien, offensivement et défensivement, qui s'est bien développé physiquement ces dernières années et qui est plutôt sûr avec ballon sans être exceptionnel. Ce serait un coup peu clinquant mais intelligent pour LOSC avec une belle
concurrence à envisager entre Perrault et lui. Franchement, j'ai l'impression que c'est ça. C'est le fameux joueur de complément qui est là, quoi. Ouais, c'est vrai que Ketkeo Fanfon, il avait des origines indonésiennes. Reinders aussi. Reinders, c'est vrai, exactement. Et je pense que peut-être Raja Nainggolan, de mémoire, si on va sur des milieux de terrain qui sont passés par la Serie A, en avait. Mais en tout cas, ce Calvin Verdonk et le Mercato du LOSC qui se termine bien. J'imagine que si Verdonk peut jouer aussi en défense centrale, on n'aura pas forcément de décès supplémentaires. Ça avait parlé pas mal d'opportunités avec... Ah, Ketkeo Fanfon est là aussi. Hein. Excusez-moi pour la confusion. J'ai évidemment fait confiance à mon chat. Donc c'est bien de pouvoir démentir ça. Mais très clairement, le LOSC, c'est bien. Le LOSC, c'est bien. C'est vraiment dans une défense à 3, beaucoup moins dans une défense à 2. Peut-être que ce sera plus pour être latéral gauche. Et en DC, c'est vraiment en cas de coup dur, de blessure d'Alessandro, de suspension d'Engoy, tout ça quoi. La LDC sur 3 jours, c'est nouveau? Non, c'est juste que pour la première journée, ils le mettent également le jeudi. Je pense pour créer l'événement ou quoi. Mais ce qui est sûr, c'est que comme dirait ce bon vieux Sundaich, la Ligue des Champions le jeudi, c'est du Utterwalk nonsense. Ça, je pense qu'on est tous unanimes là-dessus. Donc beaucoup pour le LOSC sur le papier. Brest tente de faire venir Lucas Toussard. Brest, 1 point en 3 matchs. La perte de Mady Camara qui a filé à Rennes. L'Espelou qui a rejoint le PFC. C'est sûr qu'il faut prendre du milieu en plus. On a déjà Chotard qui est arrivé. Dans cette optique, les dirigeants bretons sont entrés en négociation avec l'Union Berlin et tentent parallèlement de convaincre l'ancien Lyonnais de revenir en Ligue 1 5 ans après son départ du club rhodanien. Les échanges entre les différentes parties tourneront autour d'un transfert. Le montage restera à définir précisément, alors qu'il ne reste qu'un an de contrat à Toussard avec le club de Bundes et que Brest possède un budget limité. En 5 saisons en Allemagne, c'est vrai qu'il allait aussi jouer au Hertha. L'ancien international des sports français a cumulé 127 matchs de championnat, 8 buts et 5 passes D. Pas super convaincu, Brestogno. J'imagine qu'avec ton pseudo, tu soutiens évidemment les Tisef. Est-ce que tu peux faire mieux que Toussard dans la situation de Brest avec ta limite financière et un petit peu, je vais pas dire d'urgence parce qu'il reste 31 matchs, tout ça. En fait, je pense que le cas de Brest, ça montre à quel point quand t'as pas un actionnaire XXL ou un mécène plus derrière toi, c'est vraiment dans le championnat tu souffres. Parce que Brest, l'an dernier, ils ont touché 50 millions d'euros avec la LDC. Ils ont touché 50 millions d'euros avec la LDC. C'est énorme pour Brest. C'est le double de leur budget. Ça représentait, c'était quoi déjà 10 fois leur base salariale. Enfin vraiment, normalement, ils auraient pu se mettre à l'abri. Sauf qu'avec la chute vertigineuse des droits télé, bah, t'es dans le dur et t'es obligé de faire avec les moyens du bord, quoi. Donc forcément, c'est très compliqué pour pas mal de clubs de Ligue 1. Et même si, comme tu le dis, Julien, c'est vrai qu'il y a de la billetterie, il y aura d'autres ressources qui vont tomber. Mais c'est quand même vraiment compliqué. Brest a pas un peu de blé avec la vente de l'Esmelou. Moi, je pense que la vente de l'Esmelou, c'est pour combler encore et encore, quoi. Donc c'est tendu, ouais. C'est vrai qu'ils ont un nouveau stade aussi. Ça, pour le coup, quand t'as un nouveau stade, on sait que ça peut représenter un truc un petit peu, je vais pas dire lourd dans les finances, mais forcément, tu fais moins l'acrobate, quoi. Donc compliqué pour Brest, mais qu'est-ce que tu veux leur reprocher? Enfin, c'est ce qui s'est passé depuis 2 ans, c'est déjà exceptionnel à l'échelle de ce club. Et normalement, la normalité de Brest, c'est plutôt de lutter pour rester en Ligue 1 que d'être un concurrent à l'Europe. Donc ils ont surperformé et c'est très bien et tant mieux pour eux. Ils ont vécu des aventures exceptionnelles. Mais maintenant, c'est vrai que tu as le sentiment que tu rentres dans le rang. Et comme le dit Valou, après, Mady Camara et l'Esmelou ont été des joueurs exceptionnels. C'est pas simple à remplacer. C'est pas simple à remplacer sur le terrain, dans le vestiaire, dans les personnalités, dans l'impact, tout ça. Donc, ouais. Après, je suis pas forcément inquiet pour Brest. Est-ce qu'ils vont descendre en Ligue 2 quand tu vois leur ligne d'attaque, Mama Baldé, Ajorc, Del Castillo, à condition que ça reste jusqu'au bout, jusqu'au bout du mercato. Il y a d'autres équipes qui vont lutter pour ne pas descendre, qui n'ont pas ce matériel offensif-là. Donc, et même les latéraux, tu vois, Loco et Lala, bon, il y en a qui ont pris des cartes rouges, il y a eu des sanctions assez sévères hier lors du match contre Lens, mais ce qui est sûr, c'est que Brest, c'est peut-être une année, comme on dit, de transition à serrer les dents, quoi.
à serrer les dents, ça c'est clair et net. Donc on suivra ça de près avec le retour peut-être de tout ça. Bah, on parlait des défenseurs qui auraient pu rejoindre le LOSC, Diego Carlos en faisait partie. Il arrive à Com. Diego Carlos devrait de nouveau déménager, arriver à Fenerbahçe en janvier. Contre 12 millions d'euros, le défenseur brésilien de 32 ans devrait rejoindre Com pour un prêt avec option d'achat. Selon la Gazzetta, l'ancien Nantais 2016-2019 a découvert le championnat turc après 3 saisons à Villa. Gêné par les blessures, il n'a disputé que 5 rencontres depuis son arrivée cet hiver. Ouais, donc ça doit se relancer. Mais c'est ouf, hein, parce que Com, ils ont déjà pas mal de défenseurs de mémoire. Après, je sais qu'il y a eu 2-3 blessures. Mais ouais, ils ont un effectif. Com, vous savez, on a fait une petite vidéo là-dessus. Ah, Dina Mbimbe, c'est vrai que Brest va prendre Dina Mbimbe. Ça, tu vois, Dina Mbimbe, par rapport à ce que j'ai vu à Francfort, ça me paraît plus intéressant et pas mal à relancer. Ça, pour le coup, si tu refais ton milieu de terrain avec Chotard, Dina Mbimbe, Toussard, en sachant que tu as déjà Doumbia et Magnetti, même si c'est moins fort que Camara Lespelou, c'est quand même intéressant. Du coup, ouais, comme ils ont un effectif, comme s'ils disputaient une Coupe d'Europe, donc ça va être, c'est vraiment une équipe à suivre cette saison. Vous le savez bien. Après Monaco, Al Mousrati prêté à l'AS Vérone, donc lui, on se souvient que le milieu libyen du Beşiktaş qui a pas fait long feu. Jackson pourrait rejoindre le Bayern pour un prêt record, ça, on va en parler juste après. Pareil comme Nico Tadze. Ardeur à Rennes, ça se complique à nouveau. Aïe aïe aïe. Échaudé par le fait que le Sporting et le joueur continuera à ouvrir la porte à d'autres courtisans, Rennes a décidé de se retirer du dossier Ardeur définitivement. Viendra pas, un coup oui, un coup non. Entamé depuis 3 semaines les négociations autour de l'arrivée de l'attaquant du Sporting, Konrad Ardeur, ont mis les nerfs des dirigeants rennais à l'épreuve et usé définitivement leur patience. À 3 jours de la fin du mercato, ce dossier à multiples rebondissements a connu un nouveau coup de théâtre. Alors que tout semblait calé avec le Sporting et le joueur, le Stade Rennais a décidé de se retirer du dossier. À l'origine de ce nouveau virage à 180 degrés, la porte laissée ouverte à d'autres prétendants en dépit d'un accord total trouvé entre toutes les parties. Ces dernières heures, des clubs allemands notamment se seraient positionnés sur l'international danois. Je crois que quelqu'un dans le chat a parlé de Leipzig, donc ça pourrait expliquer cela. Après, je comprends que Rennes il soit usé et que vas-y, perdu pour perdu, même si on a été sur lui depuis plusieurs semaines. Autant aller là-dessus parce qu'entre le joueur, entre le club, c'est pas net. Alors que Harder était initialement attendu en Bretagne où un contrat de 5 ans l'attendait. Après le match du Sporting contre Porto samedi, Rennes s'est désormais mis en quête d'un plan B en attendant un ultime revirement. En gros, l'article dit c'est fini, mais sait-on jamais. Si par exemple Harder, ça ne se met pas d'accord avec la biche, peut-être que ça pourra le faire quoi. Tout est de la faute de l'agent qui veut ses rétrocommissions interdites en France. Ah bah oui, je pense que ceci peut expliquer cela. Et en France, on limite certaines choses, notamment ce type d'excès. Du coup, je crois que quelqu'un en parlait. Il y a Brobé, il y a Mbolo, il y a également Stassin qui était potentiellement courtisé. Hop. Alors qu'il y avait un accord total avec le Sporting autour de 24 millions d'euros et que le joueur était attendu ce week-end. Hop. Le Stade Rennais a en tout cas très vite réactivé d'autres pistes en recours, au moins 2 selon nos informations. L'option du Belge Tassin plaît et le joueur est chaud pour venir, sauf qu'en l'état, Saint-Etienne aurait fermé la porte à toute discussion malgré des offres chiffrées de Rennes autour de 18 millions d'euros. Révélé vendredi dans nos colonnes, la piste du monégasque Brennan Mbolo a été sérieusement mise sur la table, alors que Monaco a besoin de vendre dans ce mercato. International Sud devrait avoir un bon de sortie. Alors, je vais peut-être dire une dinguerie, mais si Rennes était prêt à mettre 25 millions sur Harder, franchement, alors, j'ai pas autant vu Harder que Stassin, mais si t'es prêt à mettre 25 millions sur Harder, mets les 25 sur Stassin. Stassin, il a un potentiel de fou, c'est un attaquant très kiffant. Peut-être que Stassin a un profil qui s'identifie à peu près à Stéban Le Paul et qui veulent, parce que tu vois, Harder Mbolo, peut-être c'est plus complémentaire avec Le Paul. Mais du coup, bon, là, c'est un petit peu du panic boy. Mais très clairement, tu me dis, Stassin, si tu peux mettre 25 millions, mets-les tous les jours. C'est un super joueur, il a 20 ans, t'as un potentiel de revente qui est absolu. Le mec va encore prendre de la valeur parce qu'il va être international belge, il va prendre des sélections. Ils ont encore recruté Le Paul, ils veulent un neuf. Ouais, ils veulent encore un neuf parce que ils ont vendu Kalimundo à Nottingham. Il y a le jeune Kader Meïté. Et dans l'optique des dirigeants rennais, enfin, d'Abi Bey, t'aurais 2 neufs. T'aurais, imaginons, Le Paul et Harder, Brobé, Mbolo ou Stassin. Et derrière, t'aurais Altamari et Maïté qui prendraient du temps de jeu, quoi. Stassin un peu moins référencé au niveau que Harder, donc peut-être un potentiel revente un peu moins dans l'esprit de Bordelais. Ah ouais, franchement, moi je trouve que Stassin,
si ça pète bien, ils peuvent facilement le revendre dans 2 ans 45-50. Je suis quasiment sûr que Stassin, ça peut bien le faire. Mais comme tu disais, ouais, apparemment, accord tout proche entre l'Ajax et Rennes. Brobé, pas dans le groupe aujourd'hui, mais il est pas super chaud pour la Rennes. T'as décidément la quête du numéro 9. Bon, ce qui est bien pour Rennes, c'est qu'ils ont sécurisé De Paul. Et que déjà, ça fait un nom. Il fallait quelqu'un. Je suis content pour lui parce que c'est une très belle ascension. Un gars qui était en national il y a 2 ans et demi, qui a connu vraiment une trajectoire express. Et dans ce stade rennais-là, on a pu le voir, notamment dans le match de l'OM, niveau transition, hein, le Paul il peut se régaler. Mais ce qui est sûr, c'est que derrière, tu prospectes beaucoup. À 48 heures, là, ça peut ressembler vraiment à du panic buy parce que Mbolo, Brobé, Harder, Stassin, il y en a qui ont des profils similaires, d'autres pas du tout. Il y en a qui sont compatibles avec le Paul, d'autres pas du tout. Donc on sent que pour nos amis rennais, c'est une hésitation, mais ils auront un attaquant quoi qu'il arrive lundi 1er septembre 20h. Ça, je pense c'est clair et net, quoi. Je suis totalement d'accord, mais sur le marché, Harder est vu comme un top talent neuf dans toute l'Europe, peut-être moins Stassin. C'est vrai. Même si Harder pour moi doit encore beaucoup prouver, mais je pense qu'au niveau du potentiel, ça peut pas mal plaire à du monde, quoi. Xavi Simons, on va en parler un petit peu après. Xavi Simons, on va juste peut-être faire 2-3 infos qui sont tombées hier, comme on fait le récap mercato du samedi 30, et que bon, il y a eu pas mal d'infos essentielles qui sont tombées hier. Moi, sur Rennes, Stassin, s'il y a moyen de le faire à 25 millions, c'est chouette. C'est un peu trop similaire à Le Paul, même si les deux sont pas tout à fait pareils, mais je trouve que c'est mieux de prendre peut-être un Ardeur, un Mbolo, un Brobé, qui est peut-être un peu plus pivot, même s'ils aiment bien prendre la profondeur, mais tu vois, il peut faire plus de dégâts. Après, ce qui est sûr, c'est que Harder, c'était intéressant de le voir débarquer en Ligue 1. Je pense que ça pouvait bien se faire avec Le Paul. Brobé, j'ai des gros doutes balle au pied, mais c'est un tel tank qu'il pourrait faire de beaux dégâts. Et tu le laisses dans une défense, je pense qu'il peut vraiment épuiser pas mal de monde. Et derrière, tu as des courses de Camara, de Fofana, de Blas, de Le Paul qui peuvent se régaler. Donc, ouais, curieux de voir le dénouement dans ce dossier rennais. Quelques infos d'hier, les amis. Magassa qui quitte Monaco pour West Ham. Ça, c'était dans les tuyaux. Hop. 17 millions d'euros, le départ du milieu de 21 ans. On a aussi Elias Benseguir à Leverkusen, Singo à 30 millions d'euros. C'est vrai que Monaco, ça fait partir du monde là. Là, il y a, je ne vais pas dire que tout le monde est à vendre, mais quasiment. En tout cas, on va voir la trajectoire de Magassa International Espoir, s'il va pouvoir un petit peu s'éclater en PL. Bon, West Ham est une équipe qui est un petit peu dans le dur sur le début de saison. J'ai petites craintes, donc on va voir si ça peut s'améliorer pour eux. Ensuite, Xabi Alonso Verru Dani Ceballos, proche de rejoindre l'OM avant que l'opération ne capote. J'ai parlé l'autre jour avec Dani et sa situation a été résolue. Il restera ici, il fait partie de l'équipe, il reste avec nous et je suis content de ça. Bon, au moins, ça c'est clair. Après, on se disait peut-être si Ceballos part, il pouvait y avoir un nouveau milieu au Real, mais là pour le coup, je pense qu'il n'y aura pas de renfort supplémentaire. Ibrahim Salah rejoint Bâle, l'attaquant de Rennes. Ibrahim Salah va rejoindre le FC Bâle, montant du transfert estimé à 2 millions d'euros. C'est vrai qu'on a pas mal parlé des recrues du Stade Rennais, mais Rennes a vendu quasiment 20-25 joueurs. Hein. Ils ont énormément vendu, ou au moins fait partir, parce que tu as des prêts toujours dans le lot, mais niveau départ, le Stade Rennais, c'est un peu le Chelsea, le Chelsea français, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Vraiment, il y a un paquet de monde qui a fait ses valises. Les Kalimundo, les Assignon, les Truffert, les Ostigard, tout ça. C'est vrai qu'il y a vraiment eu pas mal de... Les Grönbeck, évidemment, ce Albert Grönbeck m'intrigue. Ça, on le retient bien. Nice envoie une offre pour Van Hout. Alors, Charles Van Hout, ça, c'est un joueur intriguant. Cherche à se renforcer au milieu de terrain avec l'arrivée espérée du joueur de l'Union Saint-Gilloise qui vient d'être convoqué pour la première fois avec la sélection belge. Le joueur de 26 ans, sous contrat jusqu'en juin 2027, vient d'être convoqué vendredi pour la première fois en sélection belge pour les matchs de qualification à la prochaine Coupe du Monde. Van Hout possède un profil de sentinelle dur dans les duels que Francaise chercherait pour solidifier son équipe. Moi, je trouve que le profil est très intéressant. J'ai pas vu tous les matchs de l'USG, mais je trouve que ce joueur en Ligue 1 pour un rôle de sentinelle, et on l'a déjà dit, hein, le rôle de sentinelle dans le foot moderne n'est jamais évident à trouver. Et c'est ça, comme tu dis, c'est un profil équilibrant. Je pense que si tu as un Van Hout et tu as un Boudaoui à côté, franchement, ça peut être
très intéressant pour Franck. Je pense qu'il a estimé que sur les premiers matchs de son équipe, il manquait peut-être ce pur 6, le mec qui rassure tout le monde, qui fait lien avec en plus une défense où tu as beaucoup de jeunes joueurs. Donc je sais pas si ça va aller au bout, mais ce transfert sur le papier me plaît beaucoup avec Charles Van Hout, un cadre de l'USG qui pourrait. Après, tu as la Ligue des Champions. T'as la sélection belge, bon, sélection belge c'est déconnecté du club. C'est vrai qu'il y a Thiago Gouveia qui va rejoindre aussi cette équipe niçoise. Bon, on savait de toute façon dit ça allait faire du mercato dans les dernières heures, dans les derniers jours. Dommage de pas avoir une équipe prête pour le fameux barrage de LDC. Mais ce qui est sûr, c'est que ouais, c'est pas mal. J'aime bien la perspective en août. Les gars, vous en faites pas. On va évidemment évoquer le dossier Mikotadze juste après. Je fais encore 2-3 infos parce qu'il y a quand même des infos qui sont assez incroyables. J'ai dit Camvo signe à Crystal Palace pour un montant record. Les deux clubs sont tombés d'accord ce vendredi pour un montant de près de 27 millions d'euros. Le club haut-garonnais s'est mis d'accord avec son homologue anglais pour un transfert record estimé à 23 millions de livres, soit plus que celui d'Issa Diop à West Ham en 2018. Le jeune milieu défensif, 19 ans, utilisé aussi en défense centrale depuis son éclosion en Ligue 1 en début d'année, intéressait également Villa, mais une première offre bien inférieure a été refusée par le TFC plus tôt cet été. Fin négociateur, le nouveau président toulousain Olivier Cloarec a fini par tirer un meilleur prix de son pitchoun, représenté par Mohamed Sissoko, l'ancien joueur de Liverpool. L'international tricolore des moins de 20 ans s'apprête à signer un contrat de 5 ans. Il va découvrir la première ligue après seulement 20 matchs de Ligue 1. 20 matchs de Ligue 1, 27 millions d'euros. Après, c'est trop tôt pour lui, ça je suis d'accord. C'est un jeune joueur très intéressant, Camvo. Il a sa polyvalence pour lui, il a sa générosité, il a son activité. Mettez Toulouse, par rapport à ce que j'ai dit à Brest, 27 millions d'euros. Un joueur qui a que 20 matchs en Ligue 1, même si dans le 11, il commence à prendre une belle place. Voilà, enfin j'ai pas besoin de vous faire un dessin, c'est une super vente. Honnêtement, c'est dur hein, parce qu'on aimerait évidemment que dans la Ligue des Talents, on conserve nos espoirs les plus longtemps possible. Mais là, dans le cas du TEF, bah t'as juste à applaudir. Franchement, et puis c'est peut-être une vente qui va permettre de garder Yann Boho, Guillaume Rest, Charlie Cresswell, qui étaient les autres joueurs susceptibles de partir, les autres belles valeurs marchandes du TFC. C'est bien pour Toulouse qui met en avant sa formation. Alors évidemment, on aimerait que ces jeunes-là, à Toulouse, ils restent le plus longtemps possible, qu'ils s'éclatent encore. Parce que c'est vrai que si tu fais le 11 potentiel de Toulouse depuis 10 ans, avec des joueurs formés au club, je pense que tu as une très belle équipe. Entre Diakité, Rest, Camvo, Adli, Koné, Ngoumou, j'en oublie certains d'autres, Metali qui vient d'éclore, tout ça. Je pense que tu as une équipe franchement qui tient la route. Donc franchement pas mal. Ouais, Sangaré, Ibrahim Sangaré, il est formé au TEF. Je sais plus s'il était formé au TEF, lui qui joue désormais du côté de Nottingham Forest, qui est passé par le PSV. Mais c'est vrai que lui, on l'avait découvert en Ligue 1 également. Ouais, de toute façon, il arrive en 2016. Il est post-formé, donc je pense que ça compte. Mais le milieu de terrain le milieu de terrain de Truand, Manu Koné, Sangaré. Ouais, Todibo. C'est vrai que vous rajoutez Todibo, Shaibi. Attends, ils ont une équipe, on va pas dire all-time, hein. Vous connaissez ma capacité à m'enflammer, mais le 11 potentiel du TEF, juste avec les joueurs formés au club, c'est pas mal du tout, hein. Je pense que t'as vraiment une vraie belle équipe, ouais. Ça, c'est très sympa. C'est très sympa. Adli, je l'ai dit plus tôt, mais Adli, tu rajoutes ça, franchement, la ligne d'attaque, elle est ma foi, super sympathique. Donc voilà, belle vente pour Toulouse. Et on suivra de près l'ascension de Camvo en PL. L'OM officialise l'arrivée de Damir Junior Traoré, donc ça on était au courant. Un joueur qui arrive, prêté par Bournemouth avec option d'achat. De Zerbi l'a déjà connu. Moi je suis très content parce qu'en joueur de complément offensif dans la rotation, c'est nickel. Ligue 1, il a le niveau, il n'y a aucun doute. LDC, il peut rendre des services. Et ce qui est bien, c'est qu'il peut jouer en pointe, il peut jouer à gauche. Vraiment, moi, je trouve que pour Toulouse, pour Auxerre, c'est vraiment très fort, quoi. C'est vrai que Elrit a débloqué un souvenir qui se rappelle quand Pierre Ménès a confondu Sangaré et Sanogo. Exceptionnel, la séquence, je sais pas si vous en souvenez, mais t'avais Pierre Ménès qui disait Sanogo invisible ou je sais plus qui, alors que c'était Sangaré qui était titulaire. Vraiment, et tout le monde qui était mort de rire sur le plateau. Ça, vraiment, la séquence, elle est culte. Ça, je m'en souviens bien. Carlos Soler est à Saint-Sébastien, donc il devrait rejoindre la Real. Toutefois, le club de Liga doit encore finaliser certains départs. On sait que les clubs de Liga, ils sont tenus par
Ils sont vraiment très restreints sur certains mouvements financiers. Euh, et du coup, bah, ça devrait se faire. Après, bah, le PSG, petit à petit, Renato Sanchez au Pana, tu as Mukele qui a rejoint Sunderland, t'as Colomwani qui va revenir à la Juve, t'as Soler qui part à la Real Sociedad, je crois que Asensio va revenir à Aston Villa. Donc, comme prévu, le PSG se sépare de ses indésirables, quoi. Donc, vraiment, c'est très très fort. Bon, je crois qu'on a pas mal vu d'actu. Les amis, je sais que vous êtes là pour évoquer bah, le gros dossier de Ligue 1 qui est arrivé hier, l'information. Alors on avait quand même commencé à avoir des petits bruits de couloir jeudi avec les dirigeants de l'OL qui s'étaient rendus en avance au tirage au sort, parce qu'il y avait le tirage au sort à Monaco de l'Europa League le lendemain, mais dès le jeudi, pour celui de la LDC, ils ont été rencontrer les dirigeants de Villarreal. On a évoqué d'autres approches, Neom, Aston Villa, et finalement à hauteur de 30 millions d'euros. Alors je sais que selon Hugo Guimet, c'est plutôt 35 millions d'euros avec bonus. Et forcément, la question que je vous pose, quel joueur il fallait vendre à l'OL? Et ça, c'est important. Qui devait partir entre Fofana et Mikotadze? Parce qu'on rappelle la situation de l'OL, rétrogradation par la DNCG, finalement ils étaient restés en Ligue 1, mais on avait limitation des mutations d'indemnité de transfert. En gros, l'OL ne pouvait pas dépenser beaucoup, il y avait des promesses de vente à respecter, il y avait évidemment encadrement de la masse salariale, vous connaissez le classique, et du coup l'OL devait, après avoir vendu Cherki, après avoir fait partir Koumbedi, libéré Matic, t'as pas mal de joueurs qui sont Luca Perry, tout ça. L'OL devait encore vendre pour 40 millions d'euros. C'était l'objectif à atteindre pour respecter un petit peu l'engagement envers la DNCG. Et ce qui est sûr, c'est que quand on voit la valeur des joueurs de l'OL, je pense qu'il y a quelque chose qui saute aux yeux. T'as Mikotadze 22 millions, même si on sait que la valeur marchande sur Transfermarkt avec un Mikotadze, tu peux bien gonfler. Fofana, pareil, 30 millions, tu peux un peu gonfler. Nuama, 15 millions, mais il s'est fait les croisés, il sera pas apte de suite. Personne ne met une telle somme sur un joueur qui s'est fait les croisés. Tolisso, 12 millions d'euros. C'est vrai que ça a évoqué, lui, un temps du côté de United. Oren Mangala, également blessé. Ligament, retour espéré le 1er décembre 2025. 18 millions d'euros, pareil. Et sinon, on monte à Moussa Niakate, 15 millions d'euros. Bon, je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait HEC pour deviner que l'OL, il y avait un joueur qui devait être sacrifié, Fofana Mikotadze. Fofana, c'est celui qu'on a le plus évoqué cet été, parce qu'il y a beaucoup de prétendants, parce que forcément le profil du joueur est incroyable, il est jeune, il y a un potentiel de fou, et c'est super intéressant à développer. Il y avait Everton qui était très très chaud, mais comme le dit Bilito, et je pense qu'il a résumé ma pensée, c'était censé être Fofana, mais il a refusé l'offre d'Everton qui a atteigné 40 millions bonus compris. Donc la direction n'a pas eu d'autre choix que de vendre Miko, étant donné qu'aucune autre offre concrète n'a été faite pour Fofana. Le Bayern ne voulait en prêt, mais Lyon voulait au moins une OA. Ouais, bah, tu m'étonnes qu'il voulait une option d'achat obligatoire. Quand tu parles de Fofana, c'est vrai que je pense que Fofana avait les clés de cette fin de mercato lyonnais. Tu avais d'autres clubs, tu pouvais dire, qui étaient potentiellement intéressés, du Arsenal, du Liverpool. Après, tu vends Mikotadze, tu te retrouves sans neuf. C'est la galère. Mais tu gardes Fofana, qui peut encore bien se développer, exploser. Imaginons, Fofana fait une saison de patron. On part sur du 15-20 buts et tout autant de passes D. Là, tu aurais pu le vendre 40 millions cet été. Mais peut-être que l'été prochain, tu peux le vendre 70-80. Si le LOSC a pu vendre Nicolas Pepe 80, si Monaco a pu vendre Thomas Lemar 70 millions, voilà, s'il y a certains clubs qui ont atteint des sommes records, tu te dis que Fofana peut atteindre ce prix-là sans souci. Après, c'est dans un monde utopique, parce que là, il y a la réalité de cette saison, et pour l'instant, l'OL a comme numéro 9 Molébé qui va peut-être partir comment s'appelle, à Séville. On parlait d'une somme à 5-10 millions, et c'est vrai que tu fais Mikotadze entre 30 et 35 et Molébé 5-10 millions, c'est bon. Tu as respecté tes engagements envers la DNCG, et tu as Alejandro Gomez Rodriguez, l'international U17 anglais, très bon potentiel, mais 17 ans, jeune, doit encore apprendre. Je crois que pour la compo, si je ne m'abuse, hein, peut-être qu'il y a des Lyonnais qui vont me démentir, mais la compo qui est évoquée pour le match d'Olympico, ce serait Tolisso en faux neuf.
de ce que j'ai vu. À moins que peut-être tu fasses un Karabekh ou un Pavel Souk, ou alors Fofana même. Mais bon, Fofana à gauche, c'est quand même plus intéressant, je pense. Après, c'est pas mal vendu, Miko. 30-35, non, je me demande si Fofana n'a pas une meilleure marge de progression. En vrai, le marché des neufs, quand tu vois son inflation, quand tu vois Voltemat, qui est vendu 95 millions à Newcastle, quand tu vois Nico Jackson, après, c'est des joueurs qui ont peut-être plus prouvé que Miko Tadze. Quand tu vois Jackson qui va peut-être rejoindre le Bayern pour un package à 80, quand tu vois du Larsen de Wolverhampton, t'as une offre refusée à 70 millions. Je ne fais pas un dessin, mais Miko Tadze, peut-être que t'aurais pu le vendre un peu mieux. Mais t'as peut-être aussi l'urgence de te dire, il reste 2 jours de mercato, on est obligé. Et là, c'est pas la première offre que tu acceptes, parce que voilà, tu as dû un petit peu négocier avec Villarreal, tu t'en sors avec 35 millions, et tu te dis pourquoi pas, quoi. Jackson, c'est une fraude, t'as vu son année en PL. Oui, Jackson, il a des défauts, mais il a aussi des qualités, et en Bundesliga, on en parlera juste après. Mais je suis persuadé que pour le Bayern, ça peut être pas mal du tout comme joueur de complément. De toute façon, il vient pas là pour être la star de l'équipe, donc moi, je suis pas aussi fataliste que certains sur ce transfert. Et puis tous les clubs en Europe savent qu'on est en assistance respiratoire, donc ça tire la baisse. C'est vrai que mai 12 mai a résumé aussi la situation de l'OL. Et j'ai vu certains s'en prendre à Miko Tadze, en mode ah tu te barres au bout d'un an. J'ai vu certains s'en prendre à Fofana, en mode putain t'as intérêt à nous faire une saison de patron parce qu'on a sacrifié notre neuf pour toi. Les gars, les seuls responsables de la situation de l'OL, si l'OL se retrouve avec Zach Nani en faux neuf pour affronter l'Olympique de Marseille dimanche soir, c'est Textor. Bien sûr que c'est Textor. Textor qui a fait n'importe quoi. Textor qui a fait je ne sais combien de magouilles, de trucs bizarres avec Marinakis, qui a... Les gars, il a les 8 millions sur Matt Turner. Ces 8 millions, tu pouvais les prendre ne serait-ce qu'un œuf de complément pour ne pas te retrouver à poil contre l'OM. Enfin, avec 8 millions, tu pouvais faire un Ajorc à 5 millions qui aurait été ton offre remplaçant et qui aurait fait le taf, tu vois, en Europa League. C'est aussi simple que ça. Celui qui a mis l'OL dans cette situation, c'est le Bernard Madoff du Missouri qui a fait à peu près n'importe quoi financièrement et tu te retrouves... Après, je pense que il y a un mercato sympa à l'OL parce que tu fais venir des joueurs que t'as pas l'habitude, les Tchèques, Tyler Morton, tu vois des pistes que t'as pas l'habitude. T'as un début de saison qui se passe très bien, 6 points sur 6, mais je pense qu'il faut pas qu'on oublie d'où elle revient. Parce que t'as quand même eu, t'es pas passé loin de la catastrophe absolue avec la DNCG, t'as des engagements, t'as des restrictions. La réalité de l'OL, c'est que t'es obligé de céder tes meilleurs joueurs, et voilà, t'as un Miko Tadze ou un Fofana à sacrifier. Donc c'est la dure réalité du foot. C'est la dure réalité du foot. Moi, je suis déçu pour Miko Tadze parce que, bon, évidemment, devinez qui, dans ses prédictions Ligue 1, dans ses prédictions en jeu, l'a mis meilleur buteur de Ligue 1 avec 20 pions. Hop, c'est moi. Voilà, le mec, il fait deux matchs, un but, ciao. Mais surtout que je trouve que l'an dernier, il était dans la rotation. C'était un peu la doublure de luxe de Lacazette. Et il a fait des bons matchs, mais il n'a pas totalement explosé. Et on sait que son histoire à Lyon, c'est un lien très fort. C'est un gars qui vient de là-bas. Il y a le maillot 69, le flocage 69. Il y avait cette volonté de tirer vers le haut l'OL, de faire au moins 2-3 ans au top pour ramener peut-être, pourquoi pas, l'OL en Ligue des Champions. Et là, cette histoire, elle s'arrête au bout d'un an et 2 matchs. Je suis le premier déçu pour le joueur. Je trouve que l'histoire, elle s'arrête beaucoup trop court. Mais c'est la réalité de l'OL et la réalité d'un foot moderne qui est impitoyable, quoi. Donc c'est dur. Après, tu vas prendre, on le rappelle, selon Hugo Guimet, je vais aller remettre l'article qui concerne les pistes de l'OL pour remplacer Miko Tadze. Le club rhodanien s'active pour faire venir 2 avancantes, sûrement sous la forme de prêt, afin de ne pas réinvestir l'argent récolté cet été. Parmi les pistes, celles menant à Mehdi Taremi et l'Uruguayen Martin Satriano sont envisagées, mais une troisième option est plus avancée. Donc on a un joueur qui n'a pas encore été évoqué. Après 4 saisons à Porto, Taremi avait rejoint librement l'Inter, mais face à la concurrence de Lautaro et Marcus, il a dû se contenter d'un temps de jeu limité.
auteur de seulement 3 buts pour Nerazzurri. Il n'a pas été convoqué lundi. Après, on sait que Taremi, il s'était passé des trucs assez graves avec l'Iran. Il a été retenu au pays, il n'avait pas pu voyager et tout. Donc un été où il n'avait même pas pu faire la Coupe du Monde des clubs. Satriano, lui, a officiellement quitté l'Inter pour Lens cet été. Après une année en prêt chez Saint-Laurent, mais victime d'une rupture du ligament croisé. Il a manqué la majeure partie de la saison dernière, disputant que 7 rencontres de Ligue 1. Et si l'ancien Brestois a pris part à toute la préparation du Racing, il n'a pas joué le moindre match après 3 journées de championnat. En plus de 2 attaquants axiaux, l'OL souhaiterait attirer un ailier droit d'ici la fin du mercato pour densifier un peu plus son effectif en vue de la saison à venir, ponctuée notamment par une participation à l'Europa. Ouais, Taremi Satriano, ça me fait pas rêver. Je sais que Satriano, Taremi, pardon, t'as l'Inter qui serait plus proche de l'Olympiakos que de l'OL. Donc déjà, c'est peut-être une piste à oublier. Après, en vrai, tu me dis, tu prends un 9, cette fameuse option qui est plus avancée. Dialogues qui parle de Dalinga. En vrai, tige Dalinga, si c'est en prêt. Dalinga qui est peut-être pas l'option numéro 1 à Bologne aujourd'hui. Je sais qu'ils ont pris Ciro Immobilier. Je sais qu'il y a Santiago Castro qui est peut-être un peu plus avancé comme attaquant. Dans la hiérarchie aujourd'hui, Dalinga, il se retrouve potentiellement numéro 2, voire numéro 3. Ciro Immobilier qui a une petite blessure. Ah ouais, par contre, c'est blessure Immobilier absent jusqu'en octobre, fin octobre. Ça change la donne parce que t'as derrière Santiago Castro, super neuf au passage, t'as personne. Donc ça peut expliquer. Après, ouais, c'est vrai que t'as peut-être Jonathan Rowe qui peut jouer en neuf, tu peux peut-être trouver des options, mais ça peut être un. Ah, attention, j'en vois qui veulent aller voir le mercato des les joueurs libres. Si vous voulez aller voir les joueurs libres, on va se régaler, les amis. Sans contrat. À qui on donne un contrat si on est Olympique Lyonnais? Alors évidemment, je pense que ce sera plutôt pour être la doublure d'un Taremi ou d'un Dalinga si c'est lui qui arrive. Enfin, Taremi qui va plutôt rejoindre. Oh, le retour de Karl Toko Ekambi. Oh, le retour de Toko Ekambi. Je vous le donne en mille. Paco Alcacer. Je ne sais pas si je suis plus surpris de voir Paco Alcacer là ou de voir qu'il n'a que 32 ans. Information extrêmement surprenante. Yann Boli, Giannini, Patrick Benford, 31 ans. Ben Yedder, 35 ans. Bon, avec tous ces soucis de justice, je suis pas sûr que ce soit pertinent. Vincent Aboubakar, 33 ans. Premier degré. T'as Jimmy Vardy. Et Vardy en Ligue 1, on a envie de voir ça quand même. Mbaye Niang, pareil, Mbaye Niang, que 30 ans. Deloufelu, Odioni Gallo, Diogo Costa, Michael Antonio, Bran Moremo, Borja Baston, André Ayou. En vrai, les gars, Aboubakar, numéro 2, je prends tous les jours. Franchement, je suis l'OL. Aboubakar, année de Cannes, année de qualification Coupe du Monde. Alors, il manquera certains matchs, mais le Aboubakar, c'est pour moi la piste la plus intéressante. La liste de fous. Ah ouais, non, mais de toute façon, tu te balades sur Transfermarkt. En plus, là, on est à 2 jours de la fin du mercato. Bon, on sait que ces joueurs peuvent, s'engager à tout moment. Ah, c'est vrai qu'Aboubacar, c'est peut-être plus compliqué ces dernières années. Mais, tu vois, pour une année de tonton à dépanner, pourquoi pas. 7 buts l'an passé, 5 buts avec Beşiktaş, 13 buts en 16 matchs 2022-2023. La petite pige en Arabie Saoudite. En vrai, les stats, elles sont pas inintéressantes. 44 buts en 104 sélections avec le Cameroun. Mais si je parle d'Aboubacar, c'est numéro 2. Enfin, c'est pas pour être titulaire. Parce que sinon, ça veut dire que vraiment, t'es dans la mouise. Sans Mikotate, tu penses qu'on vise quelle place? C'est dur. Ça, c'est dur. Hein. Parce que franchement, tu perds un 9. Tu vas en prendre d'autres. Hein, mais avec Mikotate, t'avais au moins la garantie de faire toute compétition confondue 20 buts. Là, avec les autres attaquants, peut-être qu'ils vont se les répartir. Mais de toute façon, pour moi, encore une fois, derrière Paris, Marseille, Monaco, il y a la 4ème place. Et la 4ème place, tu as un immense peloton qui peut y prétendre. Strasbourg, Lille, Lyon, Rennes, Lens, Nice. Je pense que ça va dépendre un petit peu de la forme en Coupe d'Europe, de la fin de ce mercato. Mais l'OL a perdu gros. Peut-être que là, pour la 4ème place, ça va être tendu. Mais ils seront à la lutte pour l'Europe quoi qu'il arrive. Je suis pas...
Ce qui est dommage, c'est que si tu gardais Mikotadze, ouais, tu peux. Faut arrêter avec la quatrième. Bah, faut arrêter avec la quatrième, oui et non. Parce que t'as beaucoup d'équipes qui sont affaiblies, qui ont perdu du monde. Euh, voilà, ça va être dur pour l'OL, mais pour d'autres équipes, ça va être dur aussi. Et un retour de Depay, de Pipion, tu y crois, vu qu'il n'y a plus de numéro un. Alors je sais que Depay, il pourrait partir du côté du Brésil. Il pourrait quitter le Brésil. Mais avec son salaire et tout, après, ce qui est sûr, hein, c'est super joueur, hein, mais c'est dur. Sauf qu'à l'heure actuelle, on joue à 10. Ah bah, ce qui est sûr, c'est que Marseille, le match de demain, il va être rigolo, hein, sans numéro 9. Donc on va voir. Mais on rappelle, 2 attaquants vont arriver à Lyon et un ailier droit. Donc ça sent les 48 dernières heures agitées. Et l'article de Hugo Guimet précise bien que une option, une troisième option pas encore évoquée, la plus avancée. Donc, tu auras un joueur, peut-être Satriano. On a évoqué Dalinga. Je sais que chez les Lyonnais, ça s'intéressait également à Simone Banza, ancien attaquant de Lens. Donc à voir. Ablin, il va être transféré parce qu'en vrai, à l'OL, c'est sympa. Alors, Babidax, je pense que niveau indemnité transfert, tu peux oublier. Je pense que tu peux juste avoir, allez, une dent ou un cheveu d'Ablin avec cette somme-là. Je pense qu'avec le budget de transfert de l'OL qui reste, c'est juste ce que tu peux avoir dans l'état actuel. Les amis, il faut qu'on continue d'évoquer certains dossiers, et notamment à l'étranger, avec en prêt. Non, je pense que Nantes, s'ils vendent Dablin, enfin s'ils se séparent Dablin, c'est vraiment. Ils récupèrent un transfert sec. Pour moi, c'est transfert sec tous les jours. Est-ce qu'on serait pas sur l'une des plus belles ventes potentielles de l'été? Nico Jackson, qui pourrait rejoindre le Bayern. Un accord a été trouvé entre les deux clubs pour un prépayant de 15 millions d'euros, assorti d'une option d'achat de 65 millions d'euros. Et le Bayern va-t-il mettre fin à l'un des plus gros feuilletons de l'été, pressenti sur le départ depuis plusieurs semaines? Nico Jackson pourrait rejoindre le club bavarois. Ça avait parlé lui aussi à Newcastle pour remplacer Isaac, mais finalement Newcastle va sur Voltemat. Selon Sky Sports, un accord a été trouvé avec Chelsea pour un prépayant de l'avancante à hauteur de 15 millions d'euros, un record en Bundesliga, assorti d'une option d'achat d'environ 65 millions d'euros et d'une clause à la revente. Débarqué à Chelsea à l'été 2023, Jackson avait initialement signé un contrat de 8 ans qu'il avait prolongé de 2 saisons en septembre. Le Lyon au club jusqu'en 2033. Wow, putain, les contrats longs, des fois, c'est une dinguerie. En 2 saisons, ponctuées par un sacre en Conference League, l'un des leaders des Blues, inscrivant 24 buts et livrant 10 passes D. Bon, le passage de Jackson à Chelsea, je trouve hyper contrasté parce que tu as eu du haut, tu as eu beaucoup d'espoir, mais tu as aussi eu des matchs et des cartons rouges qui étaient un petit peu désespérants. Chelsea, qui a déjà récolté près de 280 millions d'euros grâce à la vente de ses joueurs pendant le mercato, s'était renforcé sur le front d'attaque avec les arrivées de Joao Pedro et Liam Delap plus tôt. J'y crois tellement plus en Jackson. C'est tellement une douille. En vrai, il a un truc pour lui, Jackson, c'est qu'il arrive dans une équipe qui tourne déjà très bien. Même s'il y a des grosses blessures qui vont manquer au Bayern comme Moussiala. On a vu le match contre Leipzig. 6-0, net et sans bavure. Il y avait besoin d'un attaquant de complément. Jackson ne sera pas la star. Jackson n'est pas le joueur sur qui il y a le plus de pression dans ce Bayern. La pression, c'est Kane. La pression, c'est Olysée. La pression, c'est Luis Diaz. Jackson, il y a un prix. Il aura la pression quoi qu'il arrive, mais c'est pas celui dont j'en attends le plus. Et il a un... Après, certains ont dit ça peut être un 9,5. Alors c'est vrai que Jackson, il a peut-être ce rôle un petit peu intéressant. C'est vrai qu'on se rend compte que sur ces matchs à Chelsea, 76 en tant qu'avant-centre, 3 en tant qu'ailier gauche et 1 en tant que deuxième attaquant. Et du côté de Villarreal, on est sur 27 en tant qu'avant-centre et 1 ailier gauche. Donc Jackson est plutôt la doublure d'Harry Kane, mais est-ce qu'on peut pas réussir à l'intégrer? Voilà. Voltemat 90 millions d'euros ou Jackson 80, c'est quoi le plus gros risque? Voltemat, je trouve qu'il a un potentiel, il a un plafond de verre. Jackson, on a déjà vu des limites. Voltemat, on ne se connaît pas les limites de ce garçon. Il a pété très fort en quelques mois, quelques semaines. Certains s'étonnent de son prix, certains s'étonnent de le découvrir. Mais pour les suiveurs de Bundes, Voltemat, normalement, pour moi, le Bayern, c'était tout éclairé. Voltemat, c'est un Haaland. Mais c'est un Haaland en plus technique, plus fin, moins buteur. Mais il a quand même des caractéristiques qui sont très intéressantes. On a pu voir que c'est un joueur qui sait faire beaucoup de choses. En plus, il est grand. Il a une certaine aisance. Ça, c'est vraiment intéressant. Et c'est vrai que Voltemat, il peut jouer plus 9,5
comme ça pouvait être le cas à Stuttgart avec un Denis Sundav ou un El Bilal Touré qui pouvait être devant. C'est vrai que l'exposition, elle est récente. Mais Voltema, de toute façon, au Bayern, moi je pensais que ça allait peut-être se décanter à 50-55. Et Newcastle, qui, bon, je pense que les dirigeants ont fait une croix sur Isaac, ils se disent perdu pour perdu, on envoie la quicheta sur Voltemat, quoi. Donc bien sûr que Voltemat, il vaut pas ce prix, comme Jackson ne vaut pas ce prix, comme beaucoup de joueurs de ce mercato ne valent pas leur prix. Enfin vraiment, on a vu des sommes sur ce marché des transferts. Je sais pas si on a le record, je suis pas allé le trouver, le record des transferts de cet été. Mais je pense que sincèrement, on va un peu halluciner, quoi. Alors évidemment, certains valent leur prix. Bon, tu vois, ouais. Bah, tu vois, déjà, bon, il n'y a qu'un transfert supérieur à 100 millions, j'en imaginais plus, mais Wirtz, 125, c'est quand même très costaud. Et Ekitike, 95, j'adore le joueur. Il fait un très bon début de saison, mais tu vois, il n'a pas encore tout à fait prouvé. Pour moi, les transferts à 95 millions, évidemment, c'est des joueurs. Après, c'est aussi le marché qui veut ça. C'est que regarde l'âge des gars, Sesko, 22 ans, Voltemat, 23. C'est des joueurs, tu payes le potentiel désormais. Tu payes pas ce que le mec a prouvé, ce que le mec, normalement, tu as comme fiabilité. C'est que tu te dis aussi, tu prends le risque de mettre 30-35 millions supplémentaires parce que ce gars-là va encore progresser et que dans 2-3 ans, tu auras déjà dépensé une somme folle, mais que dans 2-3 ans, le gars peut être top 5 à son poste, quoi. Donc c'est le marché qui veut ça. Ouais, tu vois, bah, United qui fait Mbemo 75, Cunha 74, Sesko 76, c'est quand même considérable. Bon, Gyökeres 65, Arsenal. T'as du Luis Diaz, tu vois, qui a un ailier gauche, mais qui a déjà 28 ans, 70 millions. Eze 69. Retegui, bon, c'est Arabie Saoudite 68. Koudou 63. João Pedro 63. Zabarni 63. Xavi Simons 65, tu vois, par exemple. Xavi Simons 65, c'est quand même une somme assez considérable. Surtout les attaquants, quand on voit le prix des Ketike. Ouais, c'est vrai que ça. C'est beaucoup de neufs, beaucoup de joueurs de ce style-là. Mais il y a quelques années, on a connu le marché des défenseurs centraux avec le prix de De Ligt qui a totalement explosé. On a eu un temps le marché des gardiens. Là, c'est vrai que désormais, c'est vraiment cette quête du numéro 9. Et là, on peut voir des prix qui sont considérables pour ces joueurs-là. Mais même en Ligue 1, tu as un marché des numéro 9 qui s'est énormément agité. Quand tu vois Mikotadze, Stassin, Ablin, tu vois Igaman, et je parle pas juste du prix, mais tu vois vraiment le besoin d'avoir un numéro 9. Tu te rends compte qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'équipes qui ont besoin de trouver ce 9 providentiel, quoi. C'est là où tu dis que le marché te dicte ça, et on va voir jusqu'où ça peut aller. Ah, Taremi à Olympiakos, Fabrizio Romano l'annonce. Bon, bah au moins, ça fait la fameuse piste à enlever pour nos amis lyonnais. Hop. L'Inter va recevoir 2,5 millions de transferts pour Taremi. Ok, bon, bah ça au moins. Oh, Tsimikas qui va rejoindre l'AS Roma. Moi, j'aime bien ce transfert. Tsimikas qui passe de Liverpool à la Roma. Ça, pour le coup, c'est un chouette mouvement pour les Romains. En doublure d'Angelino, voire peut-être avoir un autre rôle. Mais franchement, je pense que c'est pas mal. C'est pas mal pour eux, quoi. Donc voilà, mais pour revenir juste à Nico Jackson, forcément, quand on voit ce premier match du Bayern qui joue aujourd'hui contre Augsbourg, t'as mis un gros score à Leipzig. Il te manque, en fait, pour moi, même si t'as des jeunes joueurs qui sont très intéressants comme Lennart Karl, le banc, je pense que vous le voyez, il manque un mec en plus devant. Parce que Moussiala est blessé de longue date, parce que Coman et Sané sont partis. Même si Jackson s'est surpayé, il te faut un gars en plus pour la profondeur de banc. Sincèrement, ça manquera entre la LDC et la Bundes. Après, Jackson en Bundes, je me fais aucun doute. Ça peut atteindre ses 15 buts facilement. Avoir le rôle sur le terrain. Je suis curieux. Je suis curieux de voir comment Compagnie va l'utiliser. Si c'est le fameux juste doublure de Ken, et là pour le coup il récupère des miettes, ou si tu essayes de l'intégrer dans un rôle de neuf qui peut tourner derrière Kane avec Gnabry, un joueur qui fait des efforts défensifs. D'ailleurs, je trouve qu'au passage le match de Gnabry était très intéressant contre Leipzig. Je suis pas convaincu par Gnabry depuis pas mal de temps, mais là pour le coup je trouve que son match dans ce rôle là était super. Si je suis le Bayern, je tente surtout Rodrigo.
Bah, en vrai, je pense que maintenant qu'ils ont fait Jackson, j'ai du mal à voir peut-être un autre joueur offensif arriver. Parce que, comme je vous le dis, je pense que le Bayern a la volonté peut-être de enfin développer certains talents, comme le Lennart Karl, qui me paraît très très chaud, qui est très intéressant comme jeune joueur. Ça peut être vraiment comme on dit, une des pépites à suivre cette saison. Mais écoute, le 11, et t'imagines, tu rajoutes quand même Alphonso Davies, avoir le central. Mais le 11, il sera encore très intéressant pour ce Bayern. Ouais, c'est vrai que le Bayern n'a plus de thunes à mettre. Bah, c'est vrai qu'ils ont mis 70 millions sur Luis Diaz. Le plus gros gâchis, c'est Matistel. Bah, après, Matistel, c'est comme d'hab. Au bout d'un moment, je pense que il a besoin de temps de jeu, ce garçon. Et que là, ils n'ont pas pu lui donner suffisamment. Mais Tottenham, il est aussi remplaçant. C'est dur. C'est dur parce qu'il est vraiment compressé entre ouais, deux fonctions, quoi. Ils ont vendu le Bayern aussi. Ouais, ouais, c'est vrai qu'ils ont vendu. Hein. Bah, après, ils ont aussi libéré de la masse salariale à l'image de notre ami Sané. Mais ce qui est sûr, t'as fait Luis Diaz, Jonathan Tah, le bon Tom Bischoff. Ensuite, ouais, t'as des joueurs. Ouais. En tout, t'as 94 millions d'euros. Et avec ces 94 millions-là, t'as pu réinvestir sur Luis Diaz en grande partie. Et tu payes le prêt de Nico Jackson. Bah, tu vois, par exemple, comme joueur de complément, t'avais Brian Zaragoza, mais il est retourné direct en Liga. Donc, à voir, ouais. Tel en prêt à Lyon. Rennes a besoin d'un neuf. C'est vrai que Mathys Tel, après avoir le montant, mais est-ce qu'on n'aurait pas finalement le joueur tout trouvé pour peut-être être prêté par Tottenham? Un match de PL, il a joué, ouais, il a joué assez peu. En plus, le pauvre, il a raté son tir au but en finale de FA Cup. Il a joué 5 minutes. Il avait fait 11 minutes en Super Coupe. En vrai de vrai, si c'était lui le prêt à l'OL, alors je connais pas son salaire à Matistel. On va voir. Hein. Matistel, 4... Oh, allez, ça... Putain, t'as 20 piges, tu touches déjà 400 000 euros. Tant mieux pour lui, hein, tant mieux. Hein. Mais va falloir convaincre Tottenham de trouver une bonne formule. Parce que même si tu prends la moitié, c'est quand même 200K. C'est quand même une dinguerie. Alors que pour Rennes, peut-être que le salaire est plus possible, quoi. Franchement, je me rendais pas compte de la dinguerie. Moi, Matistel, je l'évaluais à moitié. Je me disais 200K. C'est plus du double. C'est vraiment... Quand vous le dit que la première ligue, c'est vraiment un autre truc. Ouais, c'est vrai que Warren Zaïre-Emery, 900 000 euros. Bon, après, c'est le salaire du PSG, mais c'est vrai que c'est quand même un montant qui est assez dingue. Donc voilà, Nico Jackson, que je trouvais vraiment, après la Coupe du Monde des clubs, tout ça, on a vraiment compris qu'avec les arrivées de Delap et Joao Pedro était poussé vers la sortie. Un joueur qui peut rendre des services, mais qui doit encore progresser sur pas mal d'aspects dans son jeu. Il y a du déchet, il y a des excès de nervosité, mais en Bundesliga, dans une équipe qui tourne bien, comme joueur de complément, je demande à voir. Je pense que c'est pas mal, en sachant que quelqu'un m'a envoyé une information. Déjà, il faut savoir que le prêt est une option d'achat non obligatoire et que par le passé, le Bayern n'a pas levé certaines options, type Cancelo, Coutinho, Rames de mémoire. Donc le Bayern est capable de juste faire ce prêt payant qui est assez démentiel. Hein. On rappelle 15 millions d'euros. Et quelqu'un m'a envoyé un tweet qui est assez fou. Il me disait, en gros, si le Bayern n'y va pas, hop. Bon, apparemment, c'est pas vrai, ça. Note de la communauté. Quelqu'un disait qu'en gros, si le Bayern ne prenait pas la clause, le montant du prêt pouvait atteindre 22,5 millions d'euros. Mais apparemment, peut-être que s'il y a une note de la communauté, c'est fake, donc on verra la confirmation, mais c'est un dossier qu'il faudra suivre de près. 15 millions, le prêt, il y a sûrement le salaire qui est inclus. C'est vrai, peut-être que si tu as ce deal-là qui est intégré, ça peut se comprendre, mais on a déjà vu des prêts payants qui étaient chers. J'ai mémoire de Joao Félix justement à Chelsea, qui était voilà, dans la mesure d'être du 7-8 millions d'euros, mais là on atteint peut-être un nouveau type de record. Et justement, avant de parler peut-être d'autres dossiers, comme d'hab on est bavard, il y a le match de PL qui va pas tarder à commencer, juste un mot sur les transferts de Chelsea, parce que Chelsea achète beaucoup, ça on est tous d'accord.
Joao Pedro, Jimmy Gittens, Atto, Delap, Estevao, les trucs avec Strasbourg, Mamadou Sarr, Kedri Paez. Là, tu rajoutes à ça Garnacho. Chelsea a déjà dépensé 280 millions d'euros, mais Chelsea vend très très bien. Et ça, faut le dire. Alors, ce qui est sûr, c'est que quand tu prends beaucoup de joueurs, quand tu as un troisième effectif, a fortiori, tu peux faire partir beaucoup de monde et retomber sur tes pattes. Mais quand tu vois toutes ces sommes, les Madueke, Nkunku, Félix, Petrovic, Hugo Choku, Dosbury Hall et potentiellement Disasi qui va se rajouter à ça et Jackson, t'es déjà à 315 millions d'euros vendus. Ils seront en bénéfice. Ils seront en bénéfice, sans doute, les Blues. Et ça, c'est quand même assez dingue comme histoire, quoi. Donc, ouais. Scipion, honnêtement, est-ce que Chelsea a déjà flippé sur un transfert? Déjà, Blocco, ça vend toujours bien en cas d'échec, à part Mudryk, je vois personne. J'ai vu d'ailleurs une rumeur Mudryk Benfica. Donc, même Mudryk, on sait qu'il y a une suspension, une histoire enfin, sa suspension pour dopage. Il pourrait réussir à tomber sur leurs pattes, quoi. Faut qu'un jour, il y ait une réglementation du marché pour ces cas chez Strasbourg, tu peux plus te battre. Non, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faudra mettre en place ça. Et j'anticipe déjà, je dis pas ça pas parce que je suis anti-Chelsea, anti-Strasbourg. C'est juste que multipropriété, quand tu vois les trucs Enciso qui va s'engager avec Bluco et qui s'engage pas avec un club et qui va voilà, être entre Strasbourg et Chelsea, une année là, t'es là, si c'est l'automne, tu peux rejoindre là. Non, il faut un truc clair. Et ouais, faut encadrer un peu plus les multipropriétés parce que là, il y a trop de mouvements qui partent dans tous les sens. Ça, je suis d'accord, avec toi, quoi. Ça va un petit peu loin. Et oui, je suis d'accord aussi. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise multipropriété parce que des fois, on avait tendance, c'est vrai qu'avec l'OL, peut-être à être très négatif. Strasbourg, on a un peu plus peut-être valorisé ça parce que justement, c'est les jeunes joueurs, c'était rafraîchissant. Mais ça reste un modèle où on peut voir qu'il y a quand même certaines limites. Justement, Sons qui dit Nkunku en Ligue 1, c'est impossible. Alors, c'est impossible à l'été du 25 parce qu'il vient de rejoindre le Milan. Ça y est, c'est fait. Après des mois à ranger son frein à Chelsea, Christopher Nkunku a pris la décision de s'en aller. Il a accepté l'offre de l'AC Milan. Milan avait dépensé 110 millions d'euros durant ce mercato. Il va falloir en rajouter 40 de plus. Nouveau le réveillon ces derniers jours. Le club lombard s'est lancé à l'assaut de Nkunku. Un transfert sec estimé entre 40 et 45 millions d'euros. L'AC Milan est ravi d'annoncer le recrutement définitif de Christopher Nkunku. L'attaquant français a signé un contrat avec le club jusqu'au 30 juin 2030. Le français devient la deuxième recrue la plus chère de l'histoire de l'AC Milan. Ce transfert arrange à peu près tout le monde. Nkunku a besoin de se relancer après 2 saisons décevantes à Chelsea. L'attaquant de 27 ans avait coûté 60 millions d'euros. Il y a eu des blessures. 14 matchs, 3 buts, 48 apparitions l'exercice suivant, 15 buts et 5 passes D. Sauf que le train du 11 de départ lui est passé sous le nez. Il a dû se contenter de bouts de match. Donc on va voir. Et c'est vrai que le temps de jeu de Nkunku, je me rendais pas compte à quel point c'était extrêmement faible à Chelsea. Nkunku, il y a eu l'an dernier 4 matchs de coupe, il y a eu 27 matchs de PL, mais seulement 910 minutes, et tu as eu 9 matchs de Pipion League, 636 minutes. Il a joué quasiment 70% du temps qu'il a eu en Conference League que ce qu'il a eu en PL. C'est très très restreint. Et du coup, tu vois, 62 matchs à Chelsea, 18 buts, 5 passes D. Quand tu vois le ratio temps de jeu, tout ça, c'est pas mal. Mais 2844 minutes en 62 matchs, je pense que si on fait un petit calcul, ça va être... En gros, Nkunku, il a quand même joué 45 minutes par match. Mais c'est quand même assez faible. Alors le pire, c'est qu'il a été sélectionné. Oui, il a été sélectionné avec les Bleus. Et de mémoire, le match qu'il dispute, c'était contre Israël, le fameux match qui avait eu lieu en Hongrie, où il avait marqué, où c'était impliqué sur un compte son camp, je ne sais plus. Voilà, il avait marqué, il avait fait plutôt un bon match. Il a aussi fait le match contre l'Italie. Et en vrai, Nkunku, quand il est apparu avec l'équipe de France, pas mal. Moi j'ai toujours bien aimé ce joueur. Parce qu'il a un bon profil, parce qu'il a une bonne progression depuis le PSG, parce qu'à Leipzig, c'est le déclic. Mais ouais, Chelsea, les blessures, tout ça, évidemment, il a perdu du temps. Après, il a Nkunku à 27 ans. Bon, déjà 27 ans, certains et tout, mais bon, le football, il lui reste encore quelques années. Il arrive dans un championnat qu'un certain Didier Deschamps apprécie énormément. Il va retrouver d'autres joueurs
qu'on a pu voir en équipe de France, comme Maignan, comme Fofana. Du coup, après, pour moi, évidemment, l'objectif principal de Nkunku, c'est de se relancer, d'avoir du temps de jeu et de retrouver la flamme. Là, on voit le match de Milan hier remporté 2-0 contre Lecce. Maignan au cage, défense à 3, Tomori, Gabea, Pavlovic, Estupinan, Fofana, Modric, Moussa, Saelmakers, Loftus-Cheek et Jiménez. Bon, t'as Pulisic, t'as Leao qui vont... Pulisic qui était remplaçant, Leao qui va revenir. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à la place de Saelmakers ou de Loftus-Cheek, je vois beaucoup plus Nkunku dans ce rôle offensif pour accompagner un neuf type Jiménez, quoi. Ça, pour moi, c'est clair. C'est clair. Finalement, on a peut-être presque trop de numéro 10 maintenant. C'est vrai que Nkunku, il y a 2-3 ans, c'était son moment. Bah, d'ailleurs, il était sélectionné avec l'équipe de France pour la Coupe du Monde 2022. Ça, c'est vrai que c'est dur aussi pour lui parce que forcément, il avait ce moment en équipe de France quand tu vois les entrées des Thuram, des Coman, des Colomani lors de la Coupe du Monde de Qatar. C'est clair qu'un Nkunku, il aurait eu son temps de jeu et peut-être qu'il aurait participé à cette belle aventure. Et voilà, il y a eu cette blessure terrible à l'entraînement. Et tu vois, il y a 2-3 ans, c'était je vais pas dire à la mode, mais à Nkunku, il avait toute la place. Et désormais, tu as plein de joueurs qui peuvent occuper ce rôle. Vous dites Doué, il y a Olysée, il y a Cherki évidemment. Ouais, c'est vrai que là, pour le coup, il y a un embouteillage. Donc, pour qu'il puisse revenir en équipe de France, il va vraiment sortir une saison XXL, surtout en saison de Coupe du Monde. Léo n'a pas joué parce que il y avait une blessure. Et c'est vrai, comme le dit Eli Yuan, en plus, tu rajoutes à ça Akliouche qui vient d'être convoqué pour la première fois. C'est vrai que Cherki est blessé, qui ne sera pas du match contre Brighton. Mais c'est vrai que tu rajoutes un Akliouche, donc Nkunku dans la hiérarchie, potentiellement, il se retrouve quatrième, voire cinquième. C'est dur. Ouais, c'est vrai, comme tu dis, Karim, peut-être que comme il y a cette fameuse liste de 26, ça ouvrira plus de voies, de possibilités. Donc, ouais, on verra si ça pourra lui permettre de rattraper ce train-là. Peut-être un dernier transfert à évoquer, les amis, avant que je vous laisse, parce qu'évidemment, il y a le match. Ah, j'ai pas fait le focus Villarreal. Peut-être le focus Villarreal, vous savez quoi? On le fera lors du gros récap mercato, comme le marché sera terminé. Comme ça, on aura toutes les informations, toutes les recrues. Je pense que ce sera mieux. Mais évidemment, il faut qu'on parle de Xavi Simons qui arrive à Tottenham 8 mois après avoir été transféré définitivement au RB Leipzig. Xavi Simons quitte le club allemand courtisé par Chelsea. Le Bata va bien filer à Londres. Mais du côté de Tottenham, Leipzig l'a acheté pour 50 millions d'euros le 30 janvier dernier. Le milieu offensif sortait d'une bonne saison, 10 buts, 15 passes D en 43 matchs, avait clairement expliqué qu'il n'avait aucune envie de revenir au PSG. Mais très vite, les médias allemands expliquaient que si Leipzig avait choisi de se payer un si gros transfert, c'était pour revendre le Batave au prix fort. Ça n'a pas traîné. Simons a booké un exercice de 1K, de 1-5 avec 11 buts et 8 passes D en 3 matchs et va donc plier bagage 8 mois après pour s'engager avec Tottenham. Nous sommes ravis d'annoncer la signature de Xavi Simons du RB Leipzig, sous réserve d'une autorisation internationale de l'obtention d'un permis de travail. L'international néerlandais de 22 ans a signé un contrat à long terme avec le club et portera le numéro 7, peut-on lire sur le communiqué publié par le club anglais, qui a donc doublé, c'est vrai, Chelsea. Et pour le coup, je trouve ça beaucoup plus logique que Simons s'engage à Chelsea, où il y a une vraie place à prendre, parce que Maddison est blessé, on le rappelle, pour une longue durée, parce que Kulusevski ne va pas revenir de suite, et que Thomas Frank apprécie ce type de joueur, notamment à l'image de Mikkel Damsgaard, qu'il a bien relancé à Brentford. Du coup, il y a vraiment une place de titulaire, alors qu'à Chelsea, tu as du Cole Palmer, t'as du monde, où c'est pas simple de se faire une place. Il aurait eu son temps de jeu, mais là, il sera arrivé comme numéro 2, alors qu'à Tottenham, pour moi, il sera sans doute numéro 1. Les Spurs ont lâché pas moins de 60 millions d'euros, confirmant ainsi leur gros appétit cet été. En effet, avec ce transfert, Tottenham dépasse la barre symbolique des 200 millions d'euros dépensés pour se renforcer. 63 millions pour Kudus, 35 pour Tel, 25 pour Danso, 11 pour Vuskovic et 6 millions pour Takai. De ce côté, Xavi Simons va découvrir un nouveau championnat et croisera à nouveau le PSG. Les deux équipes s'affrontent en Ligue des Champions. C'est vrai qu'il y aura des retrouvailles entre Tottenham, Xavi Simons et le PSG. Tottenham qui a affronté cette équipe il y a quelques semaines en Super Coupe d'Europe. Tottenham qui affronte au jeu Bournemouth. On remet la composition contre City. On peut voir qu'il y a Vicario au cage, Spence, Van de Ven, Romero, Pedro Porro la défense, Betancourt, Palignassar, Johnson, Richarlison, Koulibaly. Alors Xavi Simons, on va se remettre peut-être un petit peu son poste lors de ces différents matchs à Leipzig, voir un petit peu quel est son meilleur rôle sur le terrain. Mais ce qui est sûr, c'est que pour moi, quand je vois Betancourt
qui est peut-être plus un joueur de complément à mes yeux. Je pense que le double pivot Palinha-Matarsar, ça va très très bien tourner cette saison avec les Spurs. Par contre, Betancourt, tu vois, pour avoir un profil différent, je pense que Simmons, ça peut être idéal. Bah, c'est vrai que là, pour un Thomas Frank, tu vois ça, c'est total régal. Ça peut être à la place de Ben Johnson, Brennan Johnson, pardon. Ben Johnson, ça c'est de l'athlétisme, c'est tout autre chose. 39 matchs à Leipzig en tant qu'ailier gauche, 18 en tant que milieu offensif, 17 en tant qu'ailier droit, et d'autres matchs en tant que second attaquant, tout ça quoi. Donc, ouais, comme tu dis, Ziber, je ne serais pas surpris de le voir plutôt côté gauche que dans l'axe. C'est vrai que Johnson, c'est peut-être pas le joueur le plus sexy des Spurs, mais c'est quelqu'un qui peut rendre des services. Euh, donc, potentiellement, peut-être soit à la place de Johnson, soit à la place de ce bon vieux Betancourt. Mais c'est vrai que là, quand tu vois le banc des Spurs, t'as Danso, Bergval, Solanke, Hautebert, Tel. Ouais, il fallait peut-être rajouter un milieu en plus ou un joueur comme ça et peut-être, tu vois, permettre à Betancourt d'être la doublure de Palinha et de Sarr. Mais sinon, et t'as aussi le petit Archigré, bien sûr, que j'ai oublié, qui a été acheté cher à Leeds, de mémoire, il y a un an. Donc, non, franchement, c'est un fit parfait. C'est un fit parfait pour tout le monde, comme tu le dis, Gabi. J'aime beaucoup ce transfert, j'aime beaucoup la perspective de voir Xavi Simons connaître un nouveau championnat, un nouveau challenge. Et puis surtout, encore une fois, je le redis, mais Thomas Frank, coach idéal pour les Spurs, coach qui a su faire progresser beaucoup de beau monde à Brentford. Et pour moi, Xavi Simons, il va arriver dans ce cadre-là avec la possibilité de s'éclater. Les Spurs cherchent encore un ailier apparemment. C'est vrai que pour Hautebert et Tel, c'est terrible parce que ils auront peut-être un temps de jeu réduit. Après, t'as quand même, comment dire, t'as quand même LDC, PL, les coupes. T'as toujours besoin un petit peu de profondeur de banc. Mais pour eux, tu vois, ça parle un petit peu de loin. Ça parle de Lookman, Semenyo et Morgan Rogers. Putain, mais les Spurs, ils sont en train de se monter une très très belle équipe. Moi, j'aimais beaucoup déjà. Bon, certains vont dire, oui, mais l'an dernier, ils ont terminé 17ème. Oui, ils ont terminé 17ème parce que, bah, Postecoglou s'est trompé sur des choix tactiques, parce que Romero Van de Ven, que je considère comme l'une des meilleures charnières de PL, ils ont été souvent blessés, ils n'ont pas beaucoup joué ensemble, et qu'il y a eu beaucoup de dysfonctionnements, mais tu as pu voir que ça allait au bout en Europa. Et là, pour le coup, tu as un nouveau cycle qui s'ouvre, qualification Ligue des Champions, Thomas Frank, du mercato ambitieux avec Koulou Simons. Alors, tu me demandes, Ascoad, est-ce que c'est un meilleur coup que Eze? Je pense qu'Edze, à l'instant T, c'était mieux. Je pense que Edze va plus t'apporter sur peut-être 2-3 ans, mais Simon, c'est plus jeune. Faut voir son développement. Mais ce qui est sûr, c'est qu'Edze, c'est un excellent joueur à Crystal Palace. Et Arsenal a bien eu raison d'aller là-dessus. Donc écoutez, on va voir un petit peu le développement de Xavi Simons aux Spurs. J'aime beaucoup ce transfert. Je trouve que c'est plus cohérent que ça aboutisse par rapport, évidemment, à ce qu'on a pu voir du côté de Chelsea. Et maintenant, il n'y a plus qu'à. Mais ce qui est sûr, c'est que ce Tottenham-là va être une équipe très intéressante. Déjà que je trouvais que avec Kudus et les premiers matchs, c'était pas mal. Thomas Frank, un coach que j'estime beaucoup, j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle ère qui s'ouvre et qu'on va enfin revoir un Tottenham plus cohérent, plus régulier, plus fiable et capable d'intégrer le fameux top 4, top 5. Désormais, il faut voir avec la LDC quelles seront leurs ambitions. Ah, Simon, s'il est bien, c'est très fort. Ah, je suis d'accord avec toi, mais je trouve qu'à l'instant T, Eze connaît bien mieux la PL. Eze est un joueur peut-être plus rodé. Mais Simon, ce qui est sûr, c'est que dans 2-3 ans, on a vu des très belles choses au PSV, avec les Pays-Bas, avec Leipzig. Ça, franchement, ça peut être assez génial. Est-ce qu'on se ferait pas, pour terminer, comme d'habitude, les petits transferts officialisés, ceux qu'on n'aurait pas forcément vus sur le coup, avec peut-être quelques joueurs qui vont nous intéresser. Donc Voltemat, Newcastle, 85 millions d'euros, ça c'est fait. Nicolo Savona, autre jeune joueur de la Juve qui quitte la vieille dame, qui rejoint Nottingham Forest pour 13 millions d'euros. Saad Agouzoul, défenseur de Brest, qui quitte défenseur de la GIA, pardon, qui quitte Lyon pour l'Omonia Nicosie. Oh, Andreas Pereira, ça c'est une piste qu'on a souvent évoquée pour l'OM et qui quitte Fulham pour rejoindre Palmeiras, le Brésil, 10 millions d'euros. Donc une piste en moins pour l'Olympique de Merveille. Magassa de Monaco West Ham pour 17 millions d'euros. Jan Wiolowski, jeune défenseur polonais qui quitte le Legia Varsovie pour 6 millions d'euros quand même et qui rejoint l'AS Roma. Une piste qu'on a un tout petit peu évoquée pour l'OL en défenseur de complément, c'était Azpilicueta qui va rejoindre finalement Séville à 36 ans, donc qui quitte, qui était libéré par l'Atlético. On a
Alfie Grealish, arrière droit de 21 ans, qui s'engage avec West Brom, qui quitte Chelsea. On a Fabio Silva qui rejoint Dortmund. Une pensée pour Thibaut, viewer habitué, qui demande toujours à ce qu'on parle du mercato Dortmund, il se passe rien. Et là, paf, enfin quelque chose avec une doublure, je pense à Guirassy. Et un attaquant, pareil, Fabio Silva. Je pense que si on regarde tout ce qu'il a fait depuis Porto, alors attends, il a fait Wolverhampton, Anderlecht, Las Palmas, et je pense que j'oublie des clubs en cours, non? C'est une dinguerie. J'ai oublié le PSV, les Rangers. Mais j'ai quand même, tu vois, j'avais 4-5 clubs. Et avec des gars comme ça qui changent tellement de clubs, c'est impossible de se souvenir de tout. Même moi, tu vois, qui suis l'actualité, c'est impossible, quoi. Donc, t'as quand même, un mec qui a fait 2 ans Wolverhampton et qui après a tout en bougé. Après, l'an dernier à Las Palmas, c'était vraiment pas mal. Et là, il rebouge à Dortmund. On espère qu'il va se stabiliser là-bas, qu'il aura du temps de jeu. Denis Suarez qui quitte libre Villarreal direction Alaves. Abdallah Sima, nouvel attaquant du RC Lens pour 4,5 millions d'euros. Jérémy Pino qui quitte à Crystal Palace. Crystal Palace, peut-être qu'on fera aussi un focus. On fera focus Villarreal et peut-être Crystal Palace parce qu'il y a eu pas mal de bons mouvements au sein de ce club. On a vu JD Camvo tout à l'heure. Il y a Bilal Ranous, alors qui est pour l'instant retenu à comment ça s'appelle à Leicester en D2 anglaise, qui pourrait peut-être être un des gros transferts de la dernière journée. Patrick Cutrone, gros espoir à l'époque à l'AC Milan, qui quitte comme direction Parme en prêt. D'ailleurs, je crois que Cutrone il faisait partie des premiers nommés au trophée Raymond Coppa, qui a été remporté par le Kicks. Ensuite, on a Mateusz Fernandes qui quitte Southampton pour West Ham, 44 millions d'euros. Quand on vous dit que les prix de PL, c'est vraiment un autre univers, c'est vraiment pas une blague. Hein. Je sais même pas quoi dire. Même si Mateusz Fernandes est un jeune joueur très intéressant, 44 millions d'euros. Et 44 millions d'euros, il y a 20 ans, c'était Pavel Nedved qui passait de la Lazio à la Juve, avec d'autres garanties. Alors évidemment, vous allez me dire, oui, c'est pas comparable et tout, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est voilà. Oh, Gabriel Ocho qui quitte Auxerre. Moi, j'aime bien le Ocho, quand même, de temps en temps. Donc à suivre, la GIAC va peut-être prendre un défenseur supplémentaire, vu que tu avais pas mal de départs. Vuskovic, qui est prêté par Tottenham pour s'aguerrir à Hambourg. David Carmo, qui quitte Nottingham, qui est prêté à Oviedo, promu en Espagne. Donc Le Paul qui s'engage à Rennes, 13,5 millions d'euros. Quand on voit qu'Angers demandait 25, c'est peut-être un peu plus cohérent. Ramazzani qui quitte Leeds pour le Valence. Valence qui fait un mercato intéressant. Peut-être qu'on fera aussi un petit focus là-dessus. C'est pas mal ce qu'ils font. Et puis après, d'autres mouvements qu'on avait vus. Oh, Nampalys Mendy qui rebondit à Watford, transfert libre. Et Calvin Stengs qui arrive à Pise, prêté chez le promu italien. C'est intéressant comme mouvement également, quoi. Donc voilà à peu près tous les mouvements qu'on a pu suivre. Merci beaucoup à vous les amis de m'avoir accompagné en ce samedi midi jusqu'à 13h. On a un peu débordé jusqu'au match de PL, mais bon, c'était pour la bonne cause, on avait pas mal de choses à voir. Le programme, on se retrouve demain soir 23h pour le débrief Ligue 1 après cet exceptionnel Olympico. Ça, on a bien hâte de pouvoir le décortiquer. On a également le Mercato Show avec hors-jeu 17h, 20h ou 18h, 21h, je sais pas l'horaire exact, mais on se retrouve lundi avec toute l'équipe. Ici, pour faire un dernier récap Mercato, je pense probablement que ce sera le mercredi, plutôt que le mardi. Mercredi, peut-être midi, je pense. Évidemment, comme d'habitude, tout est en replay sur YouTube, également en podcast, le COP de Scipion. Donc n'hésitez pas à aller me bombarder ça de likes, de commentaires, de j'aime, d'étoiles, de tout ce que vous voulez, de messages positifs. Merci à vous les amis, je vous souhaite un excellent week-end, un bon samedi de foot, un bon dimanche de foot. Et puis on se dit à lundi sur hors-jeu et demain pour le grand débrief Ligue 1. Salut à tous les amis.